Tout de suite, Horizon Midi. 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 Messieurs, que Horizon Midi soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous, merci ce matin de nous renouveler votre confiance dans le cadre de cette autre livraison, troisième du genre de la semaine d'Horizon Midi. Sur les antennes d'Horizon 3 Télévision, c'est du lundi au vendredi entre 10h et 11h52 avec ces médecins de l'information qui ce matin répondent encore présents à l'appel de leur devoir. Le devoir d'informer, le devoir d'éduquer, le devoir de sensibiliser tout en respectant l'éthique et même la déontologie qui encadre le métier du journaliste au Cameroun. À cet effet, l'intrépide, l'indescriptible, l'incommensurable Julio Arcel Job, il nous vient lui tout droit de la région du littoral dans la Sanaga maritime en Dôme précisément. Il aura comme à l'accoutumée la lourde responsabilité de porter son regard analytique et même critique sur l'ensemble de ces thématiques qui lui seront encore déposées sur la table ce matin. Face à lui, on ne le présente plus parce qu'il est connu justement pour ses prises de position d'un autre genre, ses analyses assez accablantes ce matin. Il nous fait encore l'honneur et même le bonheur en étant sur ce plateau. Gilles Bertrand Dika, lui nous vient tout droit de la région du Sud Cameroun dans le département du Djaïlobor. Il aura, comme la tradition l'oblige, l'obligation de porter son regard analytique sur l'ensemble de ces sujets qui font en tout cas parler d'eux depuis ces dernières 24 heures. Vous le savez, pour conduire les échanges, je suis l'unique étoile du drapeau camerounais, je suis Romaric Noifeu. J'aurai ce privilège, j'ai cet honneur, j'ai ce bonheur ce matin encore de conduire les échanges. Un sujet d'entrée, un sujet plutôt pertinent qui va bel et bien attirer l'attention de ces téléspectateurs que vous êtes et à qui nous disons merci. Pour à tout, Julio Arcel Job, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie. Merci d'être sur le plateau d'Horizon Midi encore pour ce mercredi. Nous sommes le 19 novembre 2025 et on s'approche à grands pas vers la fête de fin d'année. Les années vont très vite aujourd'hui. Hier, on célébrait Noël, on était en janvier, aujourd'hui nous sommes à quelques jours du mois de décembre. C'est les responsabilités qui nous font appeler rapidement chaque fin du mois. On a l'impression que le temps passe plus vite.
ou alors c'est réellement qu'il y a eu accélération du temps quelque part. Merci beaucoup en tout cas d'être ici à Juniversal Job. Bertrand Bika, bonsoir, bonjour. Bonjour, Mike Noir, bonjour, je suis bonjour à tous ceux qui ce matin encore prennent la peine de nous regarder. Ravi de les retrouver ce matin en nombre. Voilà, un nombre exponentiel. Nous sommes ravis ce jour d'être encore avec eux et on espère passer avec eux aujourd'hui de bonnes heures de télévision comme d'habitude. Merci infiniment d'être encore sur ce plateau après votre responsabilité d'hier soir. Vous êtes des nôtres à 10h. Merci. Nous allons donc rapidement entrer avec nos deux pieds dans l'actualité qui nous rassemble sur ce plateau, dans ce studio. On le disait justement, Julio, Axel Job, l'État qui a finalement repris le courant et Néo a finalement été nationalisé pour 100%. Désormais, le Cameroun a le total contrôle. C'est vrai que l'électricité, l'énergie relève des secteurs souverains, donc la souveraineté de l'État, ça c'est vrai. Il y a naturellement ces pans-là qu'il voudrait toujours mieux contrôler. Il y a l'électricité, il y a de l'eau, il y a quoi d'autre encore là? Bon, c'est vrai, l'éducation c'est autre chose, c'est toujours privatisé. Oui. Donc on y associe souvent aussi, je dis encore un autre secteur qui est notre temps très basique. De toute façon, la monnaie? Non, ça c'est des questions un peu plus grandes. C'est-à-dire en termes de société. Il y a souvent l'eau, l'électricité, la téléphonie, la communication, voilà. Romaric, mais pour nous qui avons des bases solides en économie, nous sommes pour une société qui opte pour une économie de marché livrée à elle-même. Donc, il est difficile de s'en réjouir. Lorsqu'on se rend compte qu'en 2025, l'État est toujours incapable de trouver un bon partenaire privé pour gérer ces sociétés qui sont en principe des sociétés commerciales. Au Cameroun, on se comporte comme des sociétés étatiques qui font dans le bénévolat et qui produisent des services au profit des populations gratuitement, alors que ces services sont facturés extrêmement cher. Mais avoir l'État à chaque fois à la rescousse de ces compagnies-là, à limitant de l'argent, on appelle ça oxygéner les entreprises publiques, c'est extrêmement choquant. Il faut donc qu'on trouve des partenaires capables de gérer ces secteurs de souveraineté-là au cas où l'État décide de se comporter en État gendarme et régulateur, comme ça se veut d'ailleurs dans des économies efficaces. L'État est celui qui réglemente, qui met un peu d'ordre, qui fait la surveillance gendarme pour qu'il n'y ait pas de dérive en termes de concurrence plus parfaite ou en termes d'abus des consommateurs. Mais voilà que absolument cette méthode ou formule n'ont pas marché. L'État est contraint aujourd'hui de reprendre le contrôle total des Néo pour pouvoir gérer à son niveau. On l'a vu autrefois avec d'autres sociétés comme la Camer qui avait été privatisée, ça n'a pas marché, on est revenu à Camerco et ainsi de suite. Donc, c'est plus un aveu d'échec qu'un moment de bonheur, un moment de succès, quand on sait qui sont ceux qui nous gouvernent. Alors, Omar, les économies de marché livrées elles-mêmes sont les meilleures en termes de performance économique. Regardez comment fonctionne nos sociétés d'État. Camtel, qui devrait être en fait le leader de la téléphonie mobile au Cameroun, ne l'est pas. Regardez le creux, le gap énorme qui est entre les deux principaux concurrents que je ne vais pas citer ici et Camtel, en termes de chiffre d'affaires, le gap est énorme. Pourtant, l'État ne cesse pas d'oxygéner cette entreprise-là. Et en principe, devrait mettre énormément d'argent dans les caisses de l'État, c'est l'inverse qui se produit. On a eu la même situation avec la Camerounaise. Autrefois, nous connaissons l'autre SNEC. En ces temps même, elle fonctionnait mieux. Les économies chevronnées ont compris au chef de l'État de privatiser. Privatiser ne veut pas dire vendre, mais de confier la gestion à un privé pour que l'État se débarrasse au moins de ce pan-là et attendre de recevoir de cette société-là de l'argent dans ses caisses pour nourrir son économie. Ça n'a pas marché. On est passé à Cameroun des eaux, Camwater et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le cas avec Eneo. On revient encore à l'origine parce que les autres politiques ont échoué, qui pourtant sont annoncées hyper performantes dans les économies performantes. À la vérité, pour une économie bien structurée, la privatisation est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à une économie. Dans ce cas, l'État se comporte en observateur, gendarme, réglementateur, qui attend des recettes. C'est pas ce que vous comprenez. Maintenant, avec ce nouveau format, espérons que les nouveaux managers, parce que lorsqu'on dit acquisition totale ou contrôle total, ça peut impliquer également changement à la tête du top management. Espérons qu'on y nomme des managers avec une grande vision qui comprend les sociétés d'État renforcent le budget de l'État en lieu et place de le consommer. C'est à ça qu'il faut, ou c'est ça qu'il faut espérer pour le nouveau management. Mais l'idée, dans un contexte qui est le nôtre, avec des investissements multiples qui ont été lancés, de reprendre le contrôle des néo peut être une bonne chose du point de vue d'un secteur de souveraineté. Là, on peut comprendre que bon, l'État veut faire 100% de ses bénéfices et les manger tout seul. Ce serait bien. Mais on connaît tous les profils du dirigeant qu'on a
au Cameroun. Donc, il ne faut pas vite crier victoire quand on sait exactement où on est. Sinon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit privatisé pour le cas du Cameroun ou nationalisé pour le même pays, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand intérêt. Parce que le management est biaisé à la base. Dans les économies normales, Romaric, ce serait un véritable chaos. Voyez-moi, même si on parle d'électricité de France, EDF en France, c'est purement à capitaux privés, même si l'État renforce un contrôle énorme là-dessus, c'est les privés essentiellement qui contrôlent le business, qui font le business. C'est pareil pour Gazprom en Russie et autres. Au Cameroun, on a souvent mal expliqué les choses à ceux qui nous gouvernent et ceux qui ont nommés ont souvent mal dirigé. Donc du coup, Romaric, peu importe l'équation actuellement au pays, ce qu'on s'attend généralement lorsqu'il y a une initiative prise, c'est l'échec et c'est bien dommage. Alors c'est quand même un événement majeur qui touche le secteur politique, économique, social. Bertrand Bika, j'ai même envie de dire éducatif de toutes les façons, élément assez fondamental, essentiel pour la vie d'une population. Aujourd'hui, la nationalisation des néos nous permet d'abord de faire un feedback relativement à l'ensemble de ces échecs observés lors de sa privatisation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, si on peut convoquer quelques éléments qui n'ont pas marché par le passé lorsque cette entreprise était privatisée, Bertrand Bika, et si vous voulez bien adresser directement la problématique, déposée sur la table à Julio Arsène Diop. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, à la réalité, l'État est privatisé le secteur de l'énergie, de l'eau, de la téléphonie. C'était une très grosse erreur. Bon. C'est ce qu'on appelle des secteurs de souveraineté. C'est des secteurs hyper sensibles, des secteurs qui sont inéluctables au bien-être de vos concitoyens et de vos citoyens. Ça veut dire que si quelqu'un contrôle votre énergie, contrôle votre eau, votre téléphonie, il peut faire de vous ce qu'il veut. Au-delà du pan de la souveraineté, il faut aussi dire que l'économie camerounaise souffre d'une extraversion énorme portée vers l'extérieur. Alors qu'on a encore une économie qui est fragile. Le tissu économique camerounais n'est pas encore suffisamment conçu pour pouvoir s'arrimer ou lutter contre les économies externes. Lorsqu'ils arrivent au Cameroun, ils aliènent le tissu économique. Prenez les entrepreneurs locaux. Quelqu'un qui se bat ici à faire, je ne sais pas quoi, l'huile, je ne sais pas comment on appelle l'huile. Quand l'huile arrive de la Chine, de la France, ça arrive à grosse quantité, ça coûte beaucoup plus moins cher parce que lui, là-bas, ils font en termes d'économie d'échelle. Donc, ils exportent le superflu et viennent inonder vos marchés. Ça vient coûter beaucoup plus moins cher que votre économie, votre huile que vous avez produit au niveau local. Parce que ça coûte beaucoup plus cher de produire localement que d'importer. Et c'est dû à quoi? C'est dû au coût de production énorme. Ça veut dire que c'est l'électricité, c'est le loyer, c'est des choses comme ça qui font que le coût monte. Les matières premières, ça fait que le coût monte et grimpe normal, de manière exponentielle. Alors, en réalité, dans un pays sous-développé, il serait important, on ne vante pas la roue, il serait important d'observer le scrutin avant de voir comment les autres peuvent avoir un certain niveau. Et non cette Chine aujourd'hui qui s'est renfermée sur elle-même. On ne dit pas d'aller dans le communisme, on dit d'être même dans une démocratie socialiste. Beaucoup ont dit ça. Ça veut dire on a développé la démocratie quand même qu'on fait, mais on a aussi des éléments socialisme qu'on met en interne, où on met la communauté au devant de l'aspect privé, où on pense au bien-être collectif au devant de l'aspect individuel. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand l'État a un souci comme le néo, l'État ne pense pas super profit, mais l'État pense profit. Et bonne gestion au profit des Camerounais, parce que l'énergie doit être disponible en quantité, en qualité, de façon à ce que les Camerounais puissent s'épanouir de manière réelle dans leurs différents secteurs d'activité. Au-delà de ça, on peut mettre une étude comparative au Mali Noir-Feu. Lorsque on avait la SONEL au Cameroun, à l'époque, on avait moins de problèmes de coupure de consomme d'accord. SNEC, pareil, on avait l'eau partout, on avait même les bonnes fontaines publiques où tout le monde avait accès à l'eau de manière claire, directe, efficiente et efficiente. Une fois que ces choses sont passées sur l'escarcelle du public privé à cette privatisation,
on a bien commencé à avoir des petits problèmes s'incruster dans ce secteur et créer un mal-être social certain. Est-ce que l'État qui aujourd'hui a tiré les leçons de ses erreurs, a vu ces populations souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont confié la gestion d'un pan de souveraineté aux étrangers qui viennent dorénavant dicter leur diktat, permettez-moi cette sociologie, aux Camerounais, les Camerounais qui, alors qu'on produit l'énergie à partir de leurs ressources naturelles, se voient imposer des paradigmes extérieurs. Même si c'est un étranger qui vient prendre les néo au Cameroun, c'est les eaux camerounaises, c'est les fleuves camerounais, c'est les cours d'eau camerounais, c'est les sols camerounais qui permettent qu'ils produisent l'eau et que la lumière arrive chez nous. Ça veut dire qu'in fine, la matière première appartient au Cameroun. Ça n'appartient pas de manière claire. Ils apportent une expertise, mais la matière appartient au Cameroun. Ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir cette souveraineté. Et à la réalité... Est-ce que les déficits de production, justement, lorsque cette entreprise était privatisée, est-ce que le déficit de production est entièrement reposé ou alors déposé sur la responsabilité, justement, de l'ancienne société, je veux dire l'ancien management? Je vous ai dit que lorsqu'on avait Assonel, on n'avait pas ces problèmes. Posez-vous des questions. Lorsqu'on avait Assonel, la SNEC à l'époque, on avait des bonnes fontaines publiques partout. En route, il y avait l'eau partout, bonnes fontaines publiques. Par exemple, ça c'est ce cas. La SNEC, il avait la lumière partout. Pourquoi? Mais peut-être, est-ce que la croissance démographique n'a pas ici un impact aussi? Gouverner, c'est prévoir, justement. Ça veut dire que si vous estimez que vous allez prendre un pan, ça veut dire que vous avez fait une étude et vous avez de la prospection. Vous dites à l'État, je prends ça parce que moi, je suis prêt à adresser les problématiques futures. Le secteur avec maestria, on prospecte on se projette de l'extérieur. Il faut devenir clair. Ils ont démontré à suffire que même le fait qu'on est dans les 5 ans, ils ont lamentablement échoué. Je ne dis pas que l'État n'a rien à faire, l'État a un droit de regard, c'est clair, mais ils ont lamentablement échoué. Il est de bon augure que l'État récupère sa chose en termes de souveraineté, qu'on adresse ces problèmes de manière très précise, que les capitaux ne soient plus dilués, dispersés et évaporés. Parce qu'imaginez-vous, c'est un entreprise étrangère qui ramène des capitaux camerounais à l'extérieur, des devises folles qui ramènent chez eux, et c'est des profits qui font sous le dos des Camerounais. Et quand ils disent maintenant, partez chez vous, on dit oui, c'est bon, on reprend sur notre identité, on va tout faire entre nous aussi, mais on veut essayer de faire bien. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça qu'il faut relever tout de même. Le problème de non-performance d'entreprise et d'État camerounais, qui refuse de s'arrimer aux nouvelles normes, savoir qu'à la réalité, l'État est un État-providence. Quand on a une entreprise de l'État, bien qu'on ait des subventions, on doit se comporter d'abord comme une entreprise commerciale et essayer de faire preuve de performance pour essayer d'atteindre une certaine autosuffisance pour que l'État intervienne de moins en moins dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité. C'est le cas. Je bien fait dire que quand est une honte nationale, quand est une honte, ils ne peuvent pas être sur la téléphonie et Orange tient sa publicité, font ses chiffres. Et eux n'arrivent pas à faire des chiffres pour permettre à Campbell de rester auto et de gérer cette tension de trésorerie parce qu'ils ont le même potentiel, ils offrent le même service que les autres. Ça pose un véritable problème. C'est bien un problème de management. Ce n'est pas un problème de management simplement, ce n'est pas un problème de privatisation. C'est des hommes qu'il y a à l'intérieur qu'il faut peut-être changer. C'est le paradigme qu'il faut changer. Il faut qu'ils comprennent qu'à la réalité, lorsque on vous nomme, vous devenez un directeur de mission et on vous met en mission pour quelque chose. Vous arrivez pour changer cette activité et de manière la plus probable. Vous ne venez pas vous asseoir comme un administratif qui doit seulement gérer et se goinfrer. Vous arrivez à porter, trouver les opportunités de croissance et de pérennisation de l'entreprise au-delà de l'effort que l'État peut faire. Après, hier, par exemple, sur les fustigènes, vous bien vu ça. C'est ça qu'on dit. On dit, arriver dans l'entreprise privée, le papier c'est bon, mais arriver en tant que manager, on dit en tant que tueur, vous arrivez pour vous imposer. Ne vous dites pas que, comme c'est pas public, moi je suis directeur à vie. Lorsque vous présidez une entreprise sont performantes, parce que lorsque l'on met un directeur ailleurs, il a des objectifs à atteindre. Il atteint pour le dégage, il part.
Il est là, il est présent. Voilà. Mais ici, dès qu'on est directeur général de la SNEC, on se voit à ce ministre des Mines. Par exemple, on se dit on est dans une carrière. Eux sont les directeurs de carrière, alors qu'eux sont les directeurs de mission. Et voilà la différence qu'il faut seulement faire. Lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, vous allez voir que les choses vont changer. Il y a différents aujourd'hui que j'étais en pâture. Il y a différents a été un des meilleurs directeurs généraux de la SONEL au Cameroun. Depuis qu'il n'y a pas quitté la SONEL, il faut le dire aujourd'hui, la SONEL, le secteur de l'énergie, a sombré au Cameroun très, très, très mal. Je pense que c'est aussi faire preuve d'humilité, de faire son mea culpa, de reconvoquer les paradigmes qui ont jamais existé marché et de revenir sur ces paradigmes, surtout lorsqu'on a une économie fragile comme celle du Cameroun. On a besoin de se protéger des assauts extérieurs d'abord pour consolider son tissu économique local avant de se réouvrir. Julio Arcel Job, le partage aussi des responsabilités, Bertrand Bika estime qu'il est juste question de faire bouger les lignes en remplaçant ceux-là qui étaient à la tête de la dite société. La nationalisation des néo n'est pas la chose qui viendra permettre aux Camerounais de sortir du noir ou de l'absence d'électricité. Ça, c'est l'argument de Bertrand Bika, si je l'ai bien compris. Mais la question est celle de savoir, on se souvient lors de cette privatisation, alors que le top management de cette société réclamait plusieurs milliards de francs CFA au gouvernement camerounais, comme pour dire que l'absence de financement pour l'entretien justement de quelques, je vais parler de barrages ici, il y a des sociétés effectivement qui réclamaient plusieurs milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Est-ce que finalement, en nationalisant une telle structure et en restant toujours dans la logique du non-financement, est-ce que cela viendra clairement résoudre ou résorber cette lourde difficulté dans laquelle sont plongés les Camerounais? Non, vous savez, il y a premièrement, on commet généralement lorsqu'on analyse la question de privatisation, ou les questions de privatisation. D'ailleurs, Bertrand la communiste, dans son propos liminaire, on a tendance à croire, parce qu'on a des économies extrêmement faibles et fragiles, que privatiser veut dire faire acquérir par des étrangers. Dans les pays assez structurés, les nationaux, les sociétés appartenant à l'État, les gèrent. Donc dans ce cas, on ne dirait pas qu'on a confié une société nationale aux étrangers. Non, j'en viens, Bertrand. En fait, ça relève également de mauvaises politiques, parce qu'il y a des Camerounais capables d'acquérir les sociétés d'État. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, c'est là où on se trompe souvent, ou du moins qu'on ne se comprend pas souvent lorsqu'on analyse. Privatiser ne veut pas toujours dire confier un secteur de souveraineté à un étranger. Vous prenez des cas simples. Lorsque vous êtes en France, vous pouvez croire, mais Dieu comme fait, que EDF est purement capitaux publics. Vous pouvez le croire. Hein. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est une société qui a ouvert son capital. Parce que là-bas, les politiques sont bien passées. Il est naturellement clair, et on est d'accord que les Russes ne peuvent pas acquérir un tel secteur en France. On est bien d'accord là-dessus. Pareil pour Gazprom, un Français ou un Américain ne peut pas acquérir cette compagnie, même s'il était en train de tomber. Vivement qu'on ait ce type de politique chez nous. Maintenant, est-ce que la nationalisation va régler ce problème? Bertrand a également évoqué d'autres arguments sur ce plateau qui semblent vrais. Je dis semblent vrais parce que ça prend également en compte d'autres paramètres, même s'ils sont limités pour expliquer l'inertie. Ça veut dire quoi? Il a évoqué la régularité de l'énergie au temps de la SONEL, comparé à aujourd'hui. Il a parfaitement raison. Mais il n'a pas mentionné l'explosion démographique. C'est vrai, on me dirait que l'État aurait dû prévoir, parce que gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Mais c'est l'explosion démographique qui à la réalité, vient entraîner. Tout à fait. Tout à fait. Toute une journée pour faire fonctionner les brasseries. Bertrand le sait mieux que moi. On n'est parfois obligé de couper l'électricité toute une journée pour faire fonctionner d'autres usines qui consomment énormément d'électricité. Parce que l'État n'a pas su prévoir. Donc je suis d'accord avec vous que autant des Néo, autant de la SONEL, il y avait moins de coupures. Malheureusement, ils n'ont pas prévu le boom démographique qu'on a observé. Et Néo et SONEL, croyez-moi, la population du Cameroun est passée, c'est doublé avec un bonus peut-être de la moitié du double. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc du coup, si autant de la SONEL, on avait 15 millions de Camerounais, aujourd'hui, il faut avoir affaire à 30 millions de Camerounais. Est-ce qu'ils ont prévu tout cela? On pourrait croire que oui. Sauf qu'ils ont conçu des barrages en compensation
qui pour la croissance des éléphants blancs et ils ont raté la partie de transport de cette électricité-là. Du coup, on est dans la même situation de départ, c'est-à-dire la même capacité pour 2 fois plus d'habitants. Ça crée des coupures intempestives dans un contexte où les industries, elles augmentent. Elles augmentent, tout à fait. Ça Parce qu'il y a besoin de produire un peu plus afin de satisfaire la demande. Même la centrale à gaz de Yassako nous a vanté à grande pompe d'ailleurs, inaugurée par le chef de l'État, ça s'était rarement vu, n'arrive pas à satisfaire même nos dizaines de besoins, par exemple, comme voilà, pour les industries. Voilà donc on est. Est-ce que la nationalisation actuelle de Néo, ou bien le contrôle total de Néo va faire l'affaire, va régler les petits problèmes des Camerounais? À coup non, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que les nouveaux dirigeants vont être insistés là-dessus et on s'accorde? Selon qu'ils sont des dirigeants mis en mission pour régler les problèmes auxquels font face les Camerounais, c'est une question qu'on se pose et c'est un espoir avec lequel on aspire. Vivement qu'ils comprennent qu'ils sont en mission pour régler ces problèmes et ça implique trouver des mécanismes de fourniture d'électricité aux industries à part pour que le réseau qui alimente les domiciles soit libéré. Tant qu'on n'a pas résolu cette équation, ce problème d'arbitrage, on sera toujours dans la même situation, même si on confie ça doublement à l'État. C'est-à-dire que c'est là, à l'État, on dit que bon, désormais, vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé un canal parallèle pour fournir les industries en électricité de manière suffisante, on n'est pas sorti de l'auberge. On vivra toujours cette coupure intempestive, compte tenu de la population qui a augmenté, de la demande grandissante, de la naissance des industries. Je peux vous dire aujourd'hui que Bonabéry consomme à elle seule cette ville-là, en principe, 50% de ce que les ménages consomment de manière traditionnelle. La petite ville de Bonabéry, imaginez la zone industrielle de Douala, imaginez celle de Yaoundé, imaginez. Donc, il faut trouver des mécanismes de marée parallèles pour fournir à l'industrie au Cameroun de l'électricité. Et après seulement ça, les populations, elles pourraient croire qu'elles vont désormais avoir l'énergie régulière sur un mois. Est-ce qu'on peut espérer que les problèmes de financement ne se posent plus? Parce qu'il y a quand même que INEO et ses sous-traitants doivent travailler main dans la main pour réussir ce challenge-là. Maintenant, les problèmes de financement auxquels l'on faisait face lors de sa privatisation, aujourd'hui nationalisés, est-ce qu'on peut espérer quitter finalement ces bobos qui aussi ont contribué à desservir plutôt qu'à servir la demande des populations? Lorsqu'on a des banques nationales comme les autres, les nôtres, qui au lieu de financer ce type de projet nouveau, au lieu de renforcer les financements de ce type de projet nouveau, financent plus les activités terroristes et d'insurrection, et bien on n'est pas du tout sorti de l'auberge au Mali. Il y a de puissantes banques dans ce pays qui pourraient aider à financer l'électricité, la fourniture de l'électricité au Cameroun. Aucune banque ne mettra son argent dans de l'incertitude. Malheureusement, et ce n'est même pas incertain, c'est plutôt des secteurs très certains. Les gens consomment l'électricité, que ce soit les études de ménage, les gens consomment l'électricité. Donc c'est forcément une rentabilité à 100%. Même si on dit qu'il y a des trafics d'électricité ici et là, croyez-moi, c'est une portion congrue, j'emprunte cette expression avec Trambika. La petite électricité que les Camerounais volent là n'enlève rien au potentiel en termes de gains. À INEO aujourd'hui, c'est une politique mal pensée. Oui, il y a un problème de financement au Mali. Il y a un problème de financement, vous avez raison. Mais comment on pallie à cela? Eh bien, en ouvrant les capitaux nationaux, ça implique que les banques entrent fortement dans ces différents capitaux-là. Ça implique que certains citoyens extrêmement riches rentrent dans ces capitaux-là. Et on est sûr que le Cameroun contrôle ce secteur de souveraineté. Mais tant que ce n'est pas fait, tant qu'on n'a pas fourni l'électricité à l'industrie, les ménages ne sont pas prêts de sortir cette souffrance-là. On vivra encore et encore de coupures jusqu'à ce qu'on trouve un canal pour alimenter l'industrie. C'est ça le véritable problème au Cameroun. Bertrand Bika, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qui peut rassurer Maman Jeanne du quartier, justement, car la gestion, le retour à la gestion étatique d'une telle entité ne viendra pas, n'est-ce pas, renforcer ou alors plonger davantage ces activités dans l'obscurité? Qu'est-ce qui rassure les Camerounais, les citoyens, de ce que cette reprise, le total contrôle justement par l'État du Cameroun, n'aggravera pas, j'ai envie de parler ici de l'inefficacité, même encore l'opacité dans lesquelles nous étions autrefois plongés? Quelle assurance? J'ai l'impression que... Une légère digression. J'ai dit que la privatisation pour problème, c'est le fait que nous privatisons essentiellement avec les étrangers. Avec les étrangers, tout à fait. Vous l'avez dit. J'ai aussi dit que la réalité, c'est quoi le problème qu'on a, c'est que ces capitaines d'industrie sont arrivés au Cameroun
quand tu veux t'investir dans un domaine, donc tu as prospecté, tu ne viens pas utiliser les intrants déjà présents et tu utilises ça, tu exploites ça, tu restes à ce niveau, sans penser te développer. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. Celui qui vient acheter stationnaire doit penser qu'il y a la démographie. Il doit être dans cette logique à la réalité. La prévention. Il doit être dans cette perspective, dans cette logique. Ça veut dire que même si l'État central doit penser, lui c'est à son business. Tout à fait. Mais il doit savoir anticiper sur des événements qui peuvent arriver. Eux vont arriver donc dans la logique des fonctionnaires ou des logiques des capitaines d'industrie. Ça, c'est pas faux. On a vendu nos structures aux fonctionnaires. C'est ça qu'il dit. Ils ne sont pas arrivés comme j'ai pris l'entreprise, j'ai lancé privée et voilà comment je réfléchis. On a vendu ça aux fonctionnaires parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu à leurs amis. Et même parfois, c'est les ministres qui mettaient leur argent par derrière. On m'a mandaté à arrêter un fonctionnaire. Ils viennent usiter ce qu'il y a là depuis. Ils n'ajoutent même pas un fil. Même un fil n'ajoute pas. Voilà le problème qu'on a eu. Donc si l'État rend compte, on a autre fonctionnaire, ils n'ont pas ajouté un fil, nous on reprend autre chose. Sauf que c'est pourquoi tu fasses autre chose avec ça. Bon, mais sauf que la reprise n'est pas faite gratuitement. Il y a quand même un coût également. Il y a un coût à payer. Bon, maintenant, est-ce que cet argent qui nous a permis justement de nationaliser Eneo ne pouvait-il pas servir au renforcement des équipements ou même encore à l'entretien? Or, ça dépend de quelqu'un qui est un fonctionnaire à sa tête. Si tu donnes ma structure de gérer et pendant 20 ans, tu n'ajoutes même pas un fil. Mais lui, il prend ma structure de gérer sur moi. Alors que tu as fait la même chose que moi. Toi, c'est moi. Donc, lui, il gère ma chose. Maman, tu n'as rien fait de nouveau. Puis, tu as donné une structure à l'État. 20 ans après, c'est à l'État. Ça, on fait quoi? Ça veut dire que tout le monde est pareil. Remets ma chose. Mais dans les accords entre le Cameroun et la France, c'était tout à fait normal que lors de la privatisation, que ce soit justement un Français à la quête de la direction générale. Aujourd'hui, les accords justement ne permettent plus à ce qu'on puisse fonctionner ensemble. On peut revenir sur une nouvelle base simplement pour... Oui. Moi, je suis dans la performance. D'accord. Je dis, je vous donne mon entreprise, bon, vous confie Horizon 3 en 2025, avec 2 caméras. En 2030, il n'y a plus 2 caméras, pas 3. Vous m'aurez servi à quoi? Il y a les mêmes émissions, les mêmes programmes, les mêmes visages, les mêmes bureaux, les mêmes sièges, les mêmes plateaux. Mais c'est pas rien, nous sommes d'accord. Vous partez. Ça veut dire que tu n'as rien à changer à ma structure, rien changé. Toi, c'est moi. Je reviens prendre ma chose. C'est ça que l'État fait aujourd'hui. Mais si je viens après 5 ans, je vois de bonnes caméras, mais ça a changé les choses. Il est clair qu'on ne sait pas exactement ce que cela a valu à l'État du Cameroun en termes de coûts financiers. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que peu importe le coût, ils se sont rendus compte que ceux qui géraient Eneo sont pareils que ceux qui géraient National Sinet. Ils n'ont rien changé. Ils sont assis à courbouter sur les acquis nationaux pour travailler. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils n'ont pas anticipé. On a les problèmes que Julio a pu convoquer ici. Et si Sonel égale Eneo, mieux l'État reprend son Eneo. Un point, c'est ça qu'il dit. Il reprend le Eneo, mettre en poche. Il dit partez chez vous. Vous n'avez rien fait. On pensait que vous pourriez faire, vous n'avez rien fait. On reprend le Eneo, on marche. Ça, c'est pas faux. Et on continue à travailler. D'accord. On continue à travailler tranquille. Sinon, la nomination, c'est-à-dire Eneo, le nom restera. Non, est-ce que ça reste ou pas? C'est pas. Non, il faut dire au Camerounais pour qu'il sache. Oui, c'est vrai pour rejoindre Bertrand dans ce qu'il dit, c'est une analyse pertinente qu'il fait. En effet. Que Eneo, parfois, du moins nos sociétés sont parfois braguées à des nationaux derrière des parus. C'est-à-dire, ils mettent un faire-valoir devant et puis derrière, ils maintiennent un système, ils ont un fonctionnaire là qui administre la chose en lieu et place de la manager. C'est tout le problème qu'on a. Mais est-ce que le nom va changer? Dans le principe, oui, oui, absolu. D'accord. Oui, absolu. Parce qu'il faut, dans les procédures, dans un procédé de joint venture, lorsqu'il y a injonction de partenariat, le dominant, en principe, a le droit d'imposer son nom habituel ou de changer. D'accord. C'est le principe. Donc, l'État qui redevient absolument propriétaire de l'Union, il faut s'attendre effectivement à un changement de nom également dans les jours qui arrivent. Même si ce n'est pas le plus important, il faut néanmoins qu'il y ait changement de nom. Sinon, on a l'impression que ça, à ceux qui l'avaient, on n'a pas évolué d'un pas. Avant la discussion d'un souffle nouveau, il faut changer également. Avant la discussion justement de Bertrand Bicard, j'avais une question pour permettre à ce qu'on soit au même niveau. La question était celle de savoir, est-ce que la gestion étatique désormais de Eneo ne viendra pas aggraver l'opacité ou même encore l'inefficacité dans laquelle nous étions
plongée. Qu'est-ce qui peut garantir le citoyen camerounais de dormir tranquille tout en sachant que dans les tout prochains jours, il n'aura plus affaire à des coupures intempestives parce qu'à la réalité, aucune journée ne passe sans qu'au moins 3 quartiers de la ville de Yaoundé ne soient privés d'électricité. Alors, il est déjà préférable de savoir que on souffre avec nos propres choses. Parce que c'est notre propre erreur que de souffrir, parce qu'un étranger vous fait souffrir. Pire, le fait que l'État ait récupéré Eneo apporte au Camerounais un sentiment d'appartenance, d'appropriation locale. Ça veut dire que dorénavant, on pourra accuser l'État directement, l'État, du secteur d'activité entre nous. Pas dire que les étrangers viennent nous mettre telle chose ici. Ça porte déjà ça. Maintenant, est-ce qu'on va être serein parce que l'État a repris Eneo? Non. Eneo, c'est un pan de la société camerounaise activité qui va toujours avoir les mêmes tares que la structuration de l'économie camerounaise. Eneo va toujours, ou comment on va s'appeler, va toujours avoir souffrir de corruption, de népotisme, de tribalisme, tout ça va entrer en ligne de compte là-bas, rassurez-vous. Donc, pourquoi on dit, est-ce que c'est l'indicateur d'une nouvelle dynamique? Là, on ne peut pas dire ça. Et ça veut dire que l'État a été changé de paradigme. Est-ce que maintenant ils vont mettre des hommes de mission à la tête de ces entreprises pour aller faire des choses précises? On ne sait pas. Ou est-ce qu'ils ont nationalisé et continuent à mettre leur copain? Là, bientôt on saura ce qui va se passer. Mais à l'état actuel des choses, personne ne peut garantir. Au-delà du sentiment de sécurité de parce que nous appartient, on sait bien que les néo ou c'est pas ça va remplir les mêmes escarcelles, des mêmes tas de l'État du Cameroun, puis c'est les mêmes gens qui dirigent le Cameroun. Ça veut dire que les tas qu'il y a à Silek, les tas qui ont les néo, les tas qu'il y a chez qu'on appelle là, chez votre ami Blaise Moussa, intime. L'ami de Julien Saint-Jean? Oui, intime. C'est les tas qu'on va trouver à Sounès, c'est les tas qu'on trouve au ministère des Finances, à l'économie, c'est les tas qu'on trouve partout, ça ne va pas véritablement changer. En réalité, tant que le logiciel n'est pas changé au Cameroun, ça va être difficile d'impulser une autre forme de management. Les hommes qui sont là sont des hommes antidatés. Ils sont dépassés. Et c'est difficile de dire à un homme de 93 ans de se remettre en question à 93 ans ou à ces sbires qui depuis 30 ans travaillent d'une certaine manière. Ils ne vont pas aujourd'hui travailler autrement. On n'est pas demandé à un ministre qui n'a pas de laptop sur sa table depuis 40 ans d'abord. Laptop pour juste la table. Il ne comprend rien à ce qu'on appelle laptop ordinateur. Il y a un déphasage avec les enjeux du moment. Il va tout rester dans sa même logique. Les jeunes qu'on a pris, on a copié, on a mis, on a dit que ces jeunes peuvent être des jeunes de mission. On voit bien que c'est des jeunes administrateurs qui ne servent à rien, qui ne font rien du tout. Il y a des belles choses sur ce plateau. C'est pareil. Et pour dire que la nationalisation nous apporte ce sentiment d'appartenance. Nous sommes contents que ce secteur de souveraineté revienne au Cameroun et qu'on gère ça en famille, mais en même temps, il y a des indicateurs probants vu le contexte camerounais qui nous laisse croire qu'à la réalité, Eneo Sonet, c'est pas comment on va appeler ça, va vivre les mêmes tas que l'État du Cameroun. Bientôt, on va prendre un fonctionnaire qui a la civile principale quelque part, un gars sur les names bientôt, qui n'a rien à voir avec le secteur de l'énergie. Il sera nommé directeur général de la nouvelle structure. Rassurez-vous, ça arrive comme ça. On va prendre les frères, les sœurs, on va venir remplir là-bas, dans cette structure-là, et ils auront des salaires de 28 millions par mois, ils seront gravés davantage, ils viendront administrer au lieu de manager la structure. Julien Saint-Jean, les délestages vont immédiatement prendre fin ou alors on vivra également dans une autre promesse? Ça ne fonctionne pas. Une promesse lointaine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comment? On a acheté Eneo que rapidement on a introduit dans le circuit de nouveaux mégawatts. La quantité est restée la même pour le moment. Est-ce qu'à court terme, on va asphyxier certaines entreprises pour faire un feu de paille aux yeux de la population? Je ne pense pas. La priorité, c'est le tissu économique, comme on disait, et donc il faut le maintenir au moins constant sur le court terme. La solution, l'une des premières, c'est qu'on injecte effectivement les autres 74 mégawatts restants de ce bagage qu'on nous a vendu encore, de ce barrage qu'on nous a vendu, donc on a vendu les prouesses en pompe ici. La saison de pluie est passée. Il y a encore qui nous disait, il y a quelques temps, merci d'ailleurs, qui nous disait en 2023 qu'il n'y a pas d'eau.
qu'ils les injecteraient. Ils avaient Il y a la un truc, il y a une fois, dit qu'il n'y a pas l'eau. Donc, il n'y a pas quoi. Mais il y a l'eau, on dit Talon Panga a été construit essentiellement pour retenir l'eau, afin d'affecter certains autres barrages quand il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que l'on Panga, il n'y a pas d'eau. Tu vois quand même que l'on a détruit des centaines de milliers d'hectares de forêt. Donc on a détruit la biodiversité, on a détruit la végétation pour construire un barrage de retenue d'eau qui était censé alimenter les eaux quand il n'y a pas d'eau. Ça n'a pas marché ou ça ne marche pas visiblement. Pourtant, le barrage en lui-même est un succès terrible. Mais est-ce qu'on a étudié les canaux d'approvisionnement vers les autres barrages? La réponse était non. Elle est on a fait une piscine à l'homme, la piscine qu'on a fait une piscine. Allez, je peux soulever, Julien. À côté, on nous a vanté les prouesses de, je crois, Nachtigal, il y a quelque temps, sa mise en service, qui devait apporter à peu près 80 mégawatts ou 100, je ne sais plus trop, dans le circuit, et que les problèmes d'électricité, de l'électricité étaient désormais derrière nous. Mais que pour un début, il faut pas d'abord injecter. Et que d'ici fin 2024, là on nous parlait de ça en 2023, ou février 2024, et que d'ici décembre 2024, on aurait injecté l'ensemble de la puissance, la production totale de 5 mégawatts dans le circuit, histoire de satisfaire les Camerounais. On est en 2025 et en 2026. Les mêmes 20 mégawatts qu'on annonçait autrefois sont ceux qui sont restés théoriques en termes de pratique. Il faut bien comprendre ce choix de mots. Ça veut dire qu'on n'est même pas certain que ces 20 mégawatts existent encore dans le circuit. On n'est même pas sûr que ça a été injecté. Voilà ce que nous traçons au Mali. Donc il n'est pas possible de s'attendre dans un court terme, à court terme là, rapidement, à une quelconque tombée des coupures. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Rien n'a changé. Donc en principe, la situation ne devrait pas changer maintenant. Est-ce qu'on va déjà nommer un nouveau top management à la tête de cette compagnie? On va nommer un gars de l'âme bientôt. Bien sûr, ils vont nommer un gars de l'âme. Vous allez prendre un rompu de la finance, vous allez prendre un bon manager quelque part d'une société qui fonctionne dans le privé, même un gars qui a fait sa propre société, et qu'on voit que ça marche. Vous allez prendre un profil pareil pour nommer un gars de l'âme bientôt. Quelqu'un le dit, mais. Tu n'as aucune expérience. Qui n'est pas formé pour ça? Il va aller administrer un projet qu'il faut manager. C'est ce que nous disons. Il va aller administrer un projet qu'il faut manager. Et donc, du coup, ça va se refaire comme la même chose. Après, lui-même va recruter ses copains de l'ENAM, ses copines ici et là. Et puis, on aura de nouveau un projet où on a recruté les amis et les fils des grands dans ce pays. Et naturellement, au bout, il n'y aura rien eu. On va encore évoluer vers une nouvelle privatisation peut-être dans 5, 6 ans, 7 ans. C'est ce qu'on va vivre. Si vous voulez, on parie aujourd'hui, vous le verrez. Maintenant, à côté de ça. C'est qu'il y a un ministre au Cameroun qui a acheté l'eau. Il a acheté toute l'eau en cachette. Le directeur, le patron de la SNEC. Ça se dit, et c'est vrai, ça se dit, ça se confirme de plus en plus, et c'est bien dommage. Donc, vous m'avez dit qu'il faut simplement qu'à la tête de cette nouvelle structure, qu'on y nomme des managers qui ont l'obligation de résultat, pas l'obligation de moyens, l'obligation de résultat. J'ai par ailleurs aimé, et maintenant on a fait une petite discrétion au début de son propos sur laquelle je vais revenir. Il dit que s'il est vrai qu'il y a un souci de performance, on ne doit pas s'éloigner du fait que cette compagnie n'a pas vocation à faire des super profits. Il a raison. Elle doit faire des profits. Super profit veut dire qu'on aliène les droits basiques de ces populations, de ces citoyens. Mais qu'ils fassent au moins des profits. Ça pourrait nous suffire, ça pourrait remettre de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà le budget 2026 qui est annoncé avec les prévisions de baisse des recettes pétrolières, prévisions de baisse des recettes douanières. Mais comment est-ce qu'on va financer ce budget-là avec ces sociétés qui ne produisent pas de l'argent à l'État? Si même à la tête des sociétés, c'est vrai qu'on s'attaque à un secteur qui pourrait nous valoir 1 ou 2 balles, ça c'est vrai. Si même les pétroles étaient gérés de manière efficace au Cameroun, on n'aurait pas ce problème. Mais pour 2026, c'est pas si vous êtes au courant, il y a une annonce des baisses de recettes pétrolières et d'un gap énorme. Mais comment on va combler ça avec un tissu économique qui de plus en plus est fragile? Comment on va combler ça avec des sociétés de moins en moins performantes? Je me pose beaucoup de questions pour 2026 qui arrive. Le prix du baril est annoncé à la baisse pour 2026 qui arrive. Le coût du dollar va augmenter. Comment est-ce qu'on va financer ce gap-là avec la baisse des recettes douanières pendant le même temps? Je suis trop inquiet. Donc, on m'a dit vivement que pour ce mandat, il y a qui est certainement un rapport de sortie mise absolument sur l'efficacité managériale. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, sinon qu'on est foutu. Bertrand Bicard, alors cette capacité managériale, est-ce que le manager viendra tout simplement en réponse d'une récompense politique ou alors vivement simplement pour manager, c'est-à-dire relever ce qui était rabaissé parce que l'essentiel ici c'est que les Camerounais
soit plus justement à la merci de ces coupures visibles de manière récurrente. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire finalement selon vous? À la réalité, si nous me poursuivons dans le Camerounais qui est dans l'espérance, qui est divin, qui n'est pas l'espoir, Qui est éphémère. éphémère, D'accord. l'évanescent. Il y a dit beaucoup de choses. On peut se dire qu'on a un président nouveau, que c'est un nouveau septennat. On peut espérer que dorénavant, son nouveau magistère est mis sous un autre paradigme de sortie par la grande porte. Ça veut dire essayer d'arranger toutes les tares qu'il aura bien pour aspirer en 43 ans de magistère. Minimum. Parce qu'avant, c'est qu'il y a aux affaires. Tout à fait. Est-ce que donc le rachat des néo-Total nationalisation est un indicateur de changement, on veut bien croire. Si on est dans cette posture, on peut imaginer qu'on aura donné des managers, pas des administrateurs, et que peut-être les choses vont essayer de changer dans le corpus politique national. On va voir. Mais si je reste en Camerounais normal, je veux dire qu'il n'y a rien là-bas. Je veux dire qu'il n'y a rien là-bas. Il est difficile à un homme de ce niveau, de cet âge, de changer sa politique managériale, puisque cette politique l'a servi à lui par plus de 43 ans, l'a maintenu aux affaires. On sait au Cameroun qu'en réalité, les nominations sont des récompenses politiques. La nomination est hautement politique au Cameroun et politisée. Comment est-ce qu'on va faire pour venir prendre Julio à ce job ici pour le nommer? Il est qui? Il sort d'où? Il a fait gagner le RDPC où? C'est la question qu'on pose. Et on sait son parent, c'est qui? Il a quel parent? Ce monsieur sort d'où? Il a quel parent? Est-ce qu'il peut croquer l'os à 2 h du matin? Est-ce qu'il marche ou on marche? C'est des réalités qui entrent en ligne de compte au Cameroun lorsqu'on veut nommer. Ce qui fait que la nomination au Cameroun, au-delà du fait qu'ils aient des compétences indiscutables, elle est d'abord subjective. Elle est tout sauf objective. Les éléments qui entrent dans le choix d'un individu au Cameroun ne sont pas des éléments rationnels. La preuve, aujourd'hui, beaucoup disent on veut un remaniement ministériel, il faut que les ministres qui ont perdu ailleurs dans leur zone partent, qui ont perdu dans leur zone. Ça veut dire, même s'il est un ministre performant, d'ailleurs il n'a pas beaucoup de performance dans son gouvernement, il doit partir parce que le RDPC était battu dans sa zone présidentielle. Voilà le seul paradigme qu'on convoque pour un ministre. On ne regarde pas s'il a bien travaillé, s'il travaille bien, s'il peut, on dit non, qu'il parte parce qu'il a perdu dans sa zone. Voilà donc comprenons que c'est des critères subjectifs, toujours pour la sorte qu'on nomme des individus au Cameroun. Mais si on se pose, met la posture de l'espérance, comme on a dit que c'est le mandat de l'espérance, on espère donc que dorénavant, il va mettre une sacralité dans sa gestion. Il va consacrer l'effort, il va consacrer la méritocratie au détriment de la médiocrité qu'on voit aujourd'hui qui allait beaucoup. S'il le fait, on a donc bon espoir qu'à la tête des néos, bon, pas à la tête de la structure qui sera en charge de l'électricité au Cameroun, on aura un manager et pas un administrateur. Et qu'on aura des personnes qui vont être des personnes missionnées de mission et mis en mission pour faire un travail précis et pas des personnes qui seront là pour travailler à conserver le pouvoir d'un lobby et asseoir leur tapis financier de manière exponentielle. Julio Job, ébauche de solutions pour assurer les Camerounais. Non, nous nous accordons sur ce plateau sur les solutions. Tout à fait. Vous aurez remarqué que Bertrand et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. En effet. Et naturellement, on revient sur l'épineux problème du management. Il faut qu'on cesse de confondre administration et management. Administrer et manager, c'est deux choses très différentes. C'est d'ailleurs pour ça que, en plus, vous verrez qu'il y a des instituts, des formations même en management public.
C'est-à-dire, on est bien conscient que ces gars qui sont dedans ne sont formés qu'à l'administration, c'est-à-dire écrire de belles notes administratives, coordonner l'activité de ceux qui eux-mêmes sont sortis de dedans, et dedans, il n'y a pas d'efficacité. Donc, eux, ils sont purement de simples coordonnateurs théoriques de certaines données techniques recrutées pour la cause. Or, si en lieu et place d'administrateur, c'était à la fois administrateur et manager, on aurait des structures beaucoup plus performantes. Ça, il faut bien le noter. Donc, espérons, peut-être même comme Bertrand l'a dit, plongeons dans l'espérance, qui est quelque chose de céleste, de divin, que pour ce mandat qui commence, comme lui-même l'a promis devant la représentation nationale, dont les représentants nationaux, il a dit qu'il ferait de ce mandat un mandat qui priorise la jeunesse et la femme, qui pose d'efficacité, et il mettra en œuvre les mécanismes pour que, naturellement, le pays retrouve ses lettres de noblesse. Nous espérons, dans cet état de choses, que Paul Biya prendra le courage de ne pas récompenser politiquement quelqu'un en le nommant à la tête de cette structure-là, mais qu'en lieu et place d'une récompense, on y mettra un manager efficace et que ça pourrait s'élargir aux autres sociétés étatiques qui sont censées rapporter énormément d'argent dans les caisses de l'État. Je vous rappelle encore que pour 2026, le prix du baril est en baisse et il va constamment baisser. Le coût du dollar va augmenter. Et de fait, nous aurons une baisse énorme en recettes pétrolières liée au fait que le baril sera bas et qu'on aura une baisse de production comme c'est le cas depuis quelques années avec l'incendie de la Sonara. Donc, Romanique, nous sommes partis du mauvais pied. Il faut seulement que Paul prenne ses responsabilités en chef d'État, en chef de la nation, en commandant en chef sur le plan de sortie par la grande porte et qu'il réaménage complètement, du moins qu'il renouvelle complètement toutes ces sociétés publiques-là en y mettant à leur sommet des managers au sens du terme qui auront l'obligation de résultat en lieu et place l'obligation de moyens, histoire de combler le gap lié au phénomène qu'on ne peut pas contrôler comme la douane qui est annoncée pour la baisse, la collecte d'impôts en interne basée essentiellement sur 90% d'un secteur informel, dont 10% d'un secteur formel. Il faut donc que pour la tienne compte de tout cela et qu'il se rende compte lui-même qu'en fait, à l'étape où on en est, on n'a pas le choix. Maintenant qu'il a gagné sans les autres, parce qu'il faut le dire, pour qu'il a gagné sans les autres, autrefois, vous aurez pu lui faire chantage que bon, moi je t'ai apporté ci, je t'ai apporté ça. Maintenant qu'il sait qu'il peut gagner sans les autres, maintenant qu'il a gagné sans les autres, Moi, j'ai dit qu'il a pris 31 pour ça. Voilà. Dans La cagnotte nationale. Oui, d'accord. Il a mis 39 000. Donc, Voilà justement la logique. Donc, ça, les autres, non. On peut même lui concéder certains ministères par récompense politique, mais vivement que les sociétés étatiques, elles, au moins tiennent compte de l'efficacité managériale. Et je le rappelle encore, Bertrand, ça c'est vrai, vous le dites, et ça c'est l'esprit qui anime l'ensemble des ministres autour de Paul Biya. Chacun dit, moi j'ai contribué, attention. J'ai 9 000 voix. Oui, je ne souhaite même pas être maintenu, je souhaite que tu me promeuves. C'est ce qui... Donc, Romani, il faut absolument que Paul Biya s'éloigne de cette logique-là et qu'il nous vraiment des technocrates, des hommes aguerris pour faire avancer le pays. Et surtout, n'oublions pas, pour conclure mon propos, que Paul Biya, pour une fois, a gagné sans les autres. Donc il devait pouvoir se délier les mains et agir selon les intérêts du pays, à lieu et pas les intérêts des individus. Entre autres intérêts du pays, il y a par exemple le prix de la consommation. Est-ce qu'avec cette privatisation, les tarifs seront abordables selon vous, Bertrand Bika, ou alors on sera obligé d'augmenter un tout petit peu, question de stabiliser d'abord les caisses, parce que nationaliser quand même une entreprise comme celle-là demande un fonds aussi important pour pouvoir un fonds de fonctionnement. À quoi est-ce que les Camerounais doivent s'attendre en matière de tarification de la consommation d'énergie? En marketing, il y a 3 formes de prospects. D'accord. Il y a des consommateurs potentiels, il y a les non-consommateurs absolus et les consommateurs absolus. Et l'avantage des secteurs comme l'énergie, c'est qu'il n'y a que les consommateurs absolus. Tout le monde utilise l'énergie, tout le monde utilise l'électricité. Tout à fait. Ça veut dire que, comme on dit au quartier, c'est l'eau dans l'eau. On dit ça. C'est l'eau. Tu ne peux que mettre l'eau dans l'eau. Tu peux que avoir l'argent là-bas. On ne perd pas l'argent quand on fait dans l'énergie. On ne perd pas. Tout dépend du niveau de voracité que vous avez. Est-ce que vous voulez faire de super profits ou de profits
mais ils n'ont pas encore fait de super profit. Voilà pourquoi on nationalise. Parce que privatiser, lui, il fait des super profits. Il est dans le privé, il veut manger, arracher, partir avec tout ça. L'État, lui, dans sa gestion, émet un peu d'humanisme. C'est au courant des Camerounais comme aux Camerounais. On doit résoudre les charges et mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir réinvestir, investir. Voilà où on part. Ça veut dire que sous ce prisme-là, à la réalité, le courant doit même pouvoir baisser. Puisqu'on n'a plus une entité étrangère qui vise à mettre un prix unilatéralement de manière à avoir un grand gap de bénéfices au sol. Donc en réalité, si l'État Cameroun est conscient et est cohérent dans sa démarche, le kilowatt d'énergie doit baisser au Cameroun pour que ce soit une énergie gérée de manière socialiste, pour que ce soit apporté des Camerounais et que tous les Camerounais, quel que soit le niveau de vie et revenu, puissent au moins se connecter à la structure et puissent payer les factures d'énergie parce qu'elles seront légèrement, donc elles seront au niveau de vie des Camerounais. Voilà la logique de manière claire. Le contraire, ça veut dire qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que ça veut faire. Lorsque vous voulez que les prix augmentent, les prix flamment, il fait que ça reste dans l'escarcelle du privé et qu'un monsieur puisse même donner les montants qu'il veut aux Camerounais, au risque de trouver des coûts, au risque de causer des troubles à l'ordre public, parce qu'en réalité, il voit que les Camerounais devaient être exacerbés, ils devaient sortir des rues pour dire on a les marres. L'État est donc là pour dire on est à ce niveau, parce que ce niveau on peut régler les charges, et à ce niveau on peut garder un peu d'argent pour investir, parce que voilà les investissements. Donc je pense que s'il était cohérent dans sa démarche, les Camerounais doivent voir le coût de l'énergie légèrement baisser. C'est une histoire de bénéfice, une histoire de faire de profit, mais pas de faire profit. D'accord. Une histoire de l'énergie aux Camerounais. À justement donner l'énergie aux Camerounais, aujourd'hui nationalisée, il faut aux Camerounais à la tête d'une entreprise comme celle-là. Je lui harcèle job. Eric Guéguim, il peut faire l'affaire. Mais encore qu'il a d'autres solutions. Quelqu'un qui dirige une compagnie qui produit l'électricité dans un pays ne se concentre pas que sur l'énergie hydroélectrique. C'est un Camerounais qui a beaucoup de projets pour le secteur électrique. Je ne sais pas ce qui vous inspire au profil pareil. On ne connaît pas sa capacité managériale. Là, qui sort d'EDF, je pense. Il sort quand même d'EDF. Tout à fait. C'est un ancien d'EDF. Et vous le dites comme ça dans la blague, mais voilà les profils. Non, peut-être pas dans la blague, je le dis avec beaucoup de Je veux sérieux. dire, inspiré même peut-être de Dieu. Voilà les profils qu'il faut promouvoir au Cameroun. Oui, ce jeune homme, ce monsieur a le profil qu'il faut pour gérer les énergies au Cameroun aujourd'hui. Parce que nous, on est figé sur l'énergie hydroélectrique alors qu'il a d'autres solutions. Il vous dit à chaque zone, adapter son type d'énergie en fonction des ressources locales. Et il a parfaitement raison. Ce serait naturellement l'une des constellations pour notre secteur électrique au Cameroun. Donc, naturellement, oui, des profils comme ça, il faut les promouvoir. Oui, c'est très bien. Merci. Je lui harcèle les 11h01. Rapidement, la publicité. À la régie, on se retrouve derrière pour la suite. Situé en plein cœur de la ville de Béa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers et technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Libar, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population de Béa, de Tizangé, de Puma, de la Tibamba, de Masok Solulu, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Guaymas, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations. Une seule
L'adresse, le centre de formation gratuit au métier et TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Ce que nous consommons tous les jours rend notre corps acide. Et cette acidité développe l'apparition de plus de 300 maladies dans notre corps telles que les ulcères, les cancers, l'acidité gastrique, l'arthrose, le diabète, le cholestérol, les rhumatismes et bien d'autres. Aujourd'hui, en consommant l'eau alcaline ionisée eau vive, aucune de ces maladies ne peut se développer dans un milieu alcalin. C'est pourquoi nous vous conseillons de boire eau vive. Une eau alcaline ionisée qui ne contient ni chlore ni métaux et va réduire l'acidité de votre corps et rendre votre corps alcalin. Eau vive est un puissant antioxydant qui est disponible en plusieurs pH. Le pH 8,8 qui peut être consommé par tous, quel que soit l'âge et n'a aucune restriction. Le pH 9,6 qui est plus ciblé et se consomme des 35 ans et plus. Le pH 10,9 uniquement en cure de 21 jours pour maigrir ou attaquer rapidement le diabète et le cholestérol, la goutte et plusieurs mots. Beaucoup l'ont déjà essayé et l'ont adopté. Avec l'eau alcaline ionisée eau vive, redonnez vie à votre corps. Dans l'univers de la finance au Cameroun, une étoile est née pour changer vos vies. Arak Finance. Arak Finance, l'association des hommes adventistes du Cameroun, spécialisée dans l'épargne et le crédit, dit oui à l'inclusion financière et se positionne comme la banque des couches vulnérables et défavorisées qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Chez Arak Finance, bénéficiez d'une gamme variée de produits et services taillés sur mesure seulement pour vous. Avec nous, bénéficiez en 48 heures de vos crédits découverts, Unus, Habitat, engins scolaires, agro-pastoraux et bien d'autres. Grâce à notre réseau composé de 39 agences partout au Cameroun, vous ne serez plus jamais seul. Notre équipe d'experts attentifs et soucieux de votre réussite est à votre disposition. Arak Finance, siège social Yaoundé, quartier Etoudi. Contact 677 75 48 90 657 30 88 63. Avec Arak Finance, tout est possible pour quiconque croit. Si tu veux la stabilité financière, viens à Finance, car c'est la référence. Tout de suite, Horizon Midi. D'Horizon Midi, merci Nicolas Sabessolo avec cet instant consacré à la publicité. Nous parlons du contrôle routier avec, c'est une affaire de gros sous, c'est la titraille choisie par Bertrand Bika ce matin dans le cadre de cette rubrique. On en parle. Bon, là, vous avez remarqué depuis quelques jours, à Yaoundé, les rues sont désertes. Les rues sont désertes? Il n'y a pas beaucoup de taxis. Ah d'accord. Mais bon, pour nous, prenez un taxi, pour vous ne pas rendu compte rapidement. Pour nous qui sommes piétons, qui allons emprunter les taxis, on se rend compte que les taxis sont très rares sur les routes et qu'il y a un contrôle exponentiel des forces de l'ordre. Il y a ce parallèle-là. Je me suis interrogé hier nuit, demandé au taxi m'amenait chez moi, qu'est-ce qu'il y a dehors? On nous a arrêté au niveau de Ouada. Et on l'a contrôlé, on a contrôlé tous les passagers à bord. Il avait un défaut. Son assurance est finie avant-hier, il ne s'est pas rendu compte. Et on a fait plus de 20 minutes sur place. Il a voulu donner quelque chose. On exigeait de donner 10 000 francs CFA. J'ai vu ça devant moi clair. 10 000 francs CFA pour qu'on puisse, je dis bien à Ouada, pour qu'on puisse nous libérer les papiers. La voiture dans laquelle nous étions, il y a une fille qui n'est pas carte d'identité, elle a donné 5 000 francs CFA. Ça veut dire que devant moi, ils ont pris 15 000 francs CFA. Yeah, 15 000. Et le chauffeur nous dit, il était en train, comme il y avait une période électorale, post-électorale, un peu chaud, il y a une tolérance administrative, on ne contrôle pas beaucoup de choses, papier et consorts. Et l'État aujourd'hui a lancé au contentieux, les caisses sont vides, ils ont besoin
d'argent. Donc il y a beaucoup d'argent à villégiature dehors. Les automobiles ne se sont pas mis à jour et consorts. L'État a lancé cette action pour renflouer les caisses. Le corollaire, c'est que apparemment les caisses de l'État ne seraient pas beaucoup fournies. En ce moment, on comprend donc que le pays a un véritable enjeu économique de ce côté, parce que les contrôles routiers sont là aujourd'hui. Au-delà du fait que ce sont des contrôles pour assurer la sécurité camerounaise, et d'abord des contrôles pour que l'État du Cameroun engage beaucoup de fonds de manière à pallier du moins à ces charges quotidiennes de manière claire. Au-delà de l'engagement financier de l'État, du paradigme de l'État, il y a aussi une affaire de beaucoup d'argent des hommes entretenus qui sont sur le terrain aujourd'hui. Parce que je crois que ce qui nous a arrêté pour acheter un terrain dans une semaine, si c'est minimum 15 000 qui prennent par voiture, parce qu'il disait hier que vu la gravité de l'instant, vu que l'État veut l'argent, la voiture va seulement en fourrière. Il y a donc plus dans la petite corruption, dans la corruption de mendicité, ils sont dans la grande corruption, taxent les gros montants, sinon quand tu pars en fourrière rapidement. Donc le contrôle qu'il y a dehors aujourd'hui, c'est une affaire de gros sous, de beaucoup d'argent. C'est pour dire à ceux qui n'ont pas de papier, là je le dis ici, mettez beaucoup d'argent dans la poche, ou bien restez sur les voitures, choisissez pas les taxis, ne roulez pas avec vos voitures. L'État du Cameroun a besoin de beaucoup d'argent à ce moment-ci. Le contrôle qui est dehors, ce n'est pas un contrôle qui est là, c'est un contrôle où l'argent sort, où la voiture va en fourrière. L'État doit mettre l'argent dans les caisses. Et les policiers dans leur caisse, dans leur poche, faites le choix de la raison. Ça veut dire que allez payer nos papiers, ne pas garer nos voitures d'abord dans les chevaux. Ce que j'ai vu hier m'a quasiment traumatisé. Quand on sait qu'on a un 18 novembre, c'est très chaud. Les gars vous prennent 15 000 comme ça, facilement en blaguant. Vous comprenez que ce n'est pas la blague. J'ai vu ces policiers très sérieux qui disent que les institutions qu'ils ont sont faibles. Vous ne pouvez pas vous partir en fourrière parce que l'État a besoin des sous dans ses caisses. Julie Arsène, job réaction. Oui, ça il faut le dire. Il y a beaucoup de contrôle dehors. Vous vous souvenez, la dernière fois, vous et moi, on se rendait au Carrefour économique, le centre d'industrie où la Béthénie, et sur notre passage, nous avons eu 3 contrôles. Pourtant, nous ne sommes pas très distants de cet endroit. Un premier contrôle ici à Alain, un deuxième à quelque part à Haïti, un troisième quelque part derrière CDP là-bas. Donc, ça faisait exactement 3 contrôles sur notre passage. On devrait tout de même en trouver 4 sur un petit périmètre d'1 kilomètre. D'un rayon d'1 kilomètre. Donc, du coup, ce que Bertrand met sur la table ce matin est extrêmement pertinent. Je me questionnais moi-même sur la nécessité de déployer un tel contrôle dans nos vies. Et là, je commence à comprendre. C'est vrai, très souvent, en fin d'année et en début d'année, l'État renforce ses contrôles routiers pour obliger les uns et les autres, dont l'assurance va finir, les vignettes et tout, à les renouveler. On parle du principe de la nuit, on parle du principe de l'annuité ou de l'annualité. Alors, vu ainsi, vous faites bien d'annuiter les uns et les autres pour ceux qui n'ont pas de papier. C'est le moment de garer les voitures. Parce qu'effectivement, ça peut être très très serré. À côté, je dis que l'État s'est tiré une balle dans son pied, c'est-à-dire elle-même s'est tiré, lui-même s'est tiré une balle dans le pied. Parce qu'il n'y avait pas déjà un intérêt, quel qu'il soit, peu importe la raison, à doubler le timbre, dont la vignette. Vous savez qu'il y a peu de temps, lorsque vous aviez une voiture, peut-être pas en principe 5 000, dont la vignette coûtait 25 000 francs CFA. Aujourd'hui, il faut lever 50 000 francs pour l'avoir. Sauf que les gens qui ont les voitures, dont le timbre de la vignette coûte 25 000 francs CFA, sont plus nombreux au Cameroun. C'est les gens qui ont des petites voitures, ça correspond à une classe extrêmement moyenne qui prend des voitures parfois pour les nécessités et tout le reste. Lorsque vous avez besoin de payer 50 000 francs CFA associé à la vie technique qui elle-même a augmenté et l'assurance, il y a un véritable problème. Ça, il faut le dire. Donc, les Camerounais ne payent pas les papiers parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils les payent parce qu'au regard du contexte, ça coûte cher. Ça, il faut le dire, ça coûte cher. Pour avoir des papiers, ils vont dans des véhicules, il faut débourser en moins une petite voiture comme la vôtre, pour que vous vendez de marché à pied. Il faut débourser en moyenne 150 000 francs CFA. Et pour un Camerounais qui a des problèmes, qui doit choisir au quotidien entre nourrir ses enfants et les soigner, ou que c'est encore, c'est un véritable problème. Il n'y avait pas intérêt à rendre ces papiers-là chers. Aucun intérêt à les rendre chers. Il fallait les rendre extrêmement accessibles pour encourager la masse, le grand nombre. Je ne sais pas qui conseille les politiques qui nous gouvernent. Je n'ai jamais compris. Il n'y a pas un intérêt à aller mettre des cloisons à l'achat des papiers de véhicules. Il faut les libérer. Il faut les libérer. J'aurais opté pour la moitié de ce prix, que beaucoup de personnes se mettraient en règle. Et dans ce cas, à lieu et place de l'argent qui va dans le compte des policiers, on aurait l'argent qui va dans les caisses de l'État.
Je ne sais pas qui conseille ceux qui nous gouvernent. Cette répression ne sert à rien. Une fois qu'un gars t'a pris un contrôle, 15 000 francs CFA, vous passez la demeure, il vous arrête, vous dites que non, j'ai donné, je ne peux pas, je n'ai pas. Il va vous laisser partir. Ça rentre dans l'ordre des choses. Donc, si tu tombes dans 10 concours différents, tu es mort. Tu as 15 000, ça je comprends parfaitement la situation, mais je dis que les Camerounais adaptés à ça parce que sortir 150 000 francs d'un coup, Bertrand, c'est extrêmement lourd pour un Camerounais normal. Donc, du coup, il se dit, bon, je vais donner peut-être 10 000 aujourd'hui. En attendant à la prochaine interpellation, je peux jongler comme ça, voilà la logique. Et ce n'est pas la mauvaise foi, c'est la réalité. C'est le réalisme même à la limite. Donc, l'une des politiques efficaces serait de croire quand même qu'en lieu et place de la répression du contrôle de routier renforcé, peut-être qu'il faut penser à baisser ce terme-là finalement, peut-être qu'il faut penser à réduire les coûts d'assurance, peut-être qu'il faut ramener la visite technique un peu plus bas pour que... Ça a été 10 000 à l'époque, je crois. Oui, ça a été 10 000 pendant quel temps? Maintenant, ça coûte 20 000. Ça a 10 000 pendant quel temps? Vous avez parfaitement raison, vous connaissez l'histoire de la vignette, de la vie automobile. La vignette qui ne fait qu'augmenter aujourd'hui pour les voitures de moins de... pour les voitures de un peu plus 8 chevaux, 12 chevaux, vous devez payer 50 000 francs. C'est au nom de quoi? C'est cette catégorie qui est donc majoritaire au Cameroun. Et dans cette catégorie, on trouve des débrouillards qui sortent difficilement 150 000, 125 000, 130 000 pour donner pour des papiers qui pourtant sont nécessaires. Oui, mais la réalité veut qu'ils ne soient pas capables de le faire. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, Bertrand? Il a envie de jongler au quotidien. Il faut ramener cette histoire un peu plus bas pour miser sur le grand nombre. Alors effectivement, les patrons hiérarchiques qui demandent à leurs subordonnés d'aller effectuer ce contrôle routier, Bertrand Mika, lors de la réunion d'évaluation en soirée, qu'est-ce qu'ils disent clairement? Quel est le rapport qu'ils font à leur supérieur hiérarchique? Que tout est en règle, les taxis ont tous les documents, les taximens ont tous les documents, les conducteurs privés ont également leurs documents, parce qu'au finish, quelques voitures quand même, 2 ou 3 parfois sont envoyées en fourrière. Pourtant, lorsqu'on regarde de manière objective, au moins 7 véhicules sur 10 n'ont pas la totalité de ces documents. Non, c'est clair qu'ils sont d'abord dans leur travail. Ils sont là, c'est la continuité du bras cyclé de l'État. Tout à fait. Ils sont dans leur rôle. Ils sont de faire en sorte que les caisses soient pleines. C'est leur travail de le faire. Et de deux, il faut aussi dire que, quelque chose qu'ils peuvent dire comme indicateur d'État, des prévisions, ils connaissent un peu le parc immobilier camerounais. Ils savent qu'il a payé et ils savent combien de temps dans leur caisse. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque les professeurs remontent le service, ils savent exactement s'ils font leur travail ou pas. Puisque ces voitures roulent, ces voitures n'ont pas payé, l'État a budgétisé, l'État sait qu'il y a tel nombre de voitures dans mon fichier et voilà comment l'année passée j'ai eu une voiture, j'attends cette année si je n'arrive pas, ça veut dire qu'elle ne paye pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Soit les gens ont garé leur voiture sans argent, soit ils roulent et que les policiers prennent justement l'argent, ils mettent dans leur poche. Ça c'est clair que ça ne souffre pas de grandes choses. Maintenant, on va vous dire que de toute façon, lorsque les hommes maintenus sont sur la route, ils rendent compte sur tous les plans. Ça, on lui dit, clair, que quand on va tout, vous allez dire OCR. On vous rendez compte. Voilà, vous rendez compte. Quand on sur tous les plans, on vous secoue même comme ça, même la pièce doit tomber de la poche parce que vous rendez compte. Mais cette restitution des faits, tout le monde en profite à la réalité. Il faut le dire de manière claire, quand ça arrive, tout le monde en profite. Ça se diffuse un peu de partout, comme une espèce dans une salle, chacun a son moment qui lui met la poche rentrée. Véritablement chez nous. À la réalité, c'est parce que les personnes n'ont pas le Cameroun en haute estime. Chacun au Cameroun travaille d'abord pour lui avant de travailler pour l'autre. L'État en carence financière, je pense financière, on le dit de manière claire, ça veut dire qu'il va travailler à faire en sorte que les caisses de sa peine de manière à ce que l'État puisse garantir le minimum social à ses concitoyens. Mais est-ce que là-bas, on a des hommes qui pensent comme ça, on va dire non, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont à l'image du pays. Si vous avez des patrons, des ministres qui sont des grands chefs bandits, qui sont convaincus de vol, de fraude, détournement de fonds, tout ça, et qui sont en train de se pavaner à manger du viande, pourquoi le pousser à eux ne prendra pas 2 000 ou 3 000? Il se rend compte que le vol c'est la norme, le détournement comme c'est la norme. Alors, lui aussi danse comme tout le monde danse pour s'en sortir. Si on démontrait que c'est d'autres parmi de gouvernance au Cameroun, c'est clair qu'ils ne le feront pas. Moi qui dis souvent que, quel exemple si j'en donne un fait camerounais, est-ce qu'un ministre est convaincu de vol peut dire un enfant ne pas voler?
Il n'a pas d'enfant à voler. Un enfant va voler parce qu'il sait que son père, le ministre, a volé. Aujourd'hui, les enfants vous disent qu'ils veulent être ministre parce qu'ils veulent être riches. Voilà à quoi ils assignent le poste de ministre. Ils ne voient plus que c'est un poste de serviteur. Voilà, ça montre qu'ils sont nombreux à avoir désacralisé cette fonction. Ils ont montré que c'est une fonction d'enrichissement, rien du tout. Et non pas une fonction de venir servir les Camerounais. Donc, la réalité dit, moi, la petite corruption ne me gêne même pas parce que ce n'est que le reflet de ce que ceux d'en haut en haut font de manière claire et à toute impunité. Merci beaucoup pour cette thématique justement déposée sur cette table ce matin. Jules Arceljob, il est donc clair que le point d'action imminent à prendre en compte tout de suite, c'est peut-être permettre à ce que ces vignettes, l'assurance et bien d'autres puissent baisser en termes de coûts, les visites techniques et bien d'autres encore, pour permettre à ce que tous ceux-là qui ont un véhicule, qu'ils puissent entrer en possession d'ensemble de ces documents à moins de coûts. Et en ce moment, les caisses de l'État vont connaître une certaine stabilité, plutôt qu'à l'air surenchérie et qu'on puisse se retrouver en train de jongler, monnayer les policiers sur la route et tous ceux qui font dans le contrôle. Mais commençons par dire que nous tous, chacun joue de sa vie, a dû donner un petit verrou passé au contrôle ou a dû jouer de son influence. Commençons par le reconnaître. Parce que justement, les politiques ont été mal pensées. Alors, je continue de croire que même à ce niveau, les gens se comportent plus comme des administrateurs, ceux qui prennent des décisions de cette nature-là. Parce que les managers raisonneraient autrement. Vous n'êtes pas encore sous contrôle de quelqu'un qui a des bases solides en marketing de la loi du grand nombre. C'est pas pour ça. C'est pas pour rien que les assurances maladie, qui deviennent de plus en plus efficaces pour ceux qui y croient, on le vend un peu. Et bien les stratèges sont assis, ils se sont dit, le Cameroun ne peut pas tomber malade au même moment. Autant mieux faire contribuer à des sommes raisonnables les citoyens camerounais en misant sur un large spectre, de manière à avoir beaucoup d'argent pour peu de Camerounais qui tombent malades, et ceci se renouvelle chaque année. Eh bien, le principe des papiers du véhicule devrait répondre à la même logique. Parce que les papiers sont sur un an. On se dit, au lieu de faire s'évaser l'argent, s'évader complètement dans tous les sens, et dans les poches des policiers, dans les poches des gendarmes et tout le reste, peut-être qu'il faut miser sur les caisses de l'État, et ça impliquerait naturellement qu'on réduise concernant les coûts qu'on les rend accessibles, pour qu'aucun Camerounais n'ait aucune raison de justifier le pourquoi il n'a pas de papier. On pourrait pousser le risque plus loin, comme les compagnies d'assurance maladie l'ont fait pour la plupart. Eh bien, sur ces polices-là, on vous dit que vous devez payer peut-être 30 000 francs là. Ils se rendent compte que 30 000 francs, c'est peut-être très lourd pour toi. On dit que bon, ok, tu vas payer sur les mensualités, paye 2 000, 2 500 le mois. Mais qui ne souscrit pas dans ces conditions-là? Tout le monde y souscrit à condition que tu vas réguler dans tes paiements. On aurait pu dire quand même de manière formelle, contractuelle, que si l'assurance automobile, les papiers, tous les papiers reviennent autour de 100 000, on voulait ça possible de payer ça en 10 traites. Que l'État collecterait l'ensemble de 100 000 francs sur l'ensemble de l'année, avec 2 mois d'écart avant la fin de l'exercice budgétaire. Qui conseille même les gens qui nous gouvernent? Entre payer 100 000 donc c'est difficile pour le Camerounais moyen et payer 10 000 francs tous les mois, croyez-moi, les policiers n'auraient pas de l'argent à mettre dans leur poche. Mais comme naturellement c'est un système qui arrange le monde, chacun trouve son intérêt quelque part. Est-ce que l'intérêt est donc de collecter efficacement? C'est toute la question. Si telle est la question, si c'est l'intérêt, si c'est l'objectif, oui, dans ce cas, non seulement il faut réduire, mais il faut également étaler de manière officielle. Lorsque tu ne peux pas payer sa vignette, tu peux payer ta vignette qui coûte 50 000 francs en 10 mois, donc 5 000 le mois. Ton assurance, les assureurs ont compris qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, ils le font. Il faudra automatique qu'on dise que, ok, pour un tel véhicule, le coût total des papiers, c'est 150 000 francs CFA. Mais écoute, paye 15 000 francs tous les mois et sois régulier dans tes paiements. Et les Camerounais, pour la plupart, le feraient. Qu'on optimiserait la collecte, à tout est question de collecte. Mais on a des administrateurs qui ne comprennent pas grand-chose et qui n'en ont qu'après leurs intérêts. Pareil, tant côté civil que pareil, que côté policier et militaire, dont les gendarmes. Et ça donne ce que ça donne. Voilà, aujourd'hui, quand on veut déployer les contrôles, on vous laisse à les fourrières. Eux, ils servent leur poche, ceux qui sont en route. Après, la gens qui connaissent le savoir dans les poches des filles. C'est leur propre poche. C'est l'État qui paie tout qu'on fait. Donc, il faut revoir ces politiques-là. On n'avait pas intérêt à aller en inscription les automobilistes. En les associant, on aurait pu, de manière officielle, les alléger dans le paiement. Ça se serait étalé sur les mensualités.
Merci infiniment. On va rapidement, avec votre permission, si vous en avez convenance. Oui, maître, allez-y. Quand je vous demande, mais qui pense même ce genre de politique? Je me dis, mais un monsieur qui est assis à son bureau et qui, à tout moment, a 200 000 de chocon. Il met même 400 000 de défense. Alors, en réalité, il n'est pas en réalité, il est dans ses réalités. Voilà pourquoi on dit qu'ils ne se mettent pas souvent à la place des autres. Comment l'autre vit? Ils sont dans un autre monde. Il se dit que tout le monde, comme je suis assis sur le vol, tout le monde vole. Comme je suis assis à son bureau à tout moment, c'est 200 000, 300 000 francs de mission. Voilà comment il vit. Donc, quand on dit 150 000 pour lui, c'est pas cher. À la réalité, il est au-dessus de la mêlée. On n'arrive pas à avoir 150 000 pour vivre chez eux chaque mois. Loyer, payer, nourriture. Il vous dit 150 000 parce que pour lui, 150 000, c'est de la poudre, on dit du perlipépère, ça ne sert véritablement à rien. Mais il n'a pas pu se mettre à place de vous. C'est pas qu'on dit que c'est des administrateurs, pas des managers. Un manager, c'est lui qui va étudier l'environnement, savoir que voilà le niveau et à tel niveau, on se place, ça devient un prix inclusif. Tout le monde peut trouver son compte à ce niveau. Pour ça, encore ce que vous avez dit, payer par trace, c'est à moins qu'on est un manager. Mais si on a quoi? On a des administrateurs, prévaricateurs du fonds public qui mettent des dynamiques sur pied par ces arraches. Ils ne sont pas concernés par ça. Merci infiniment. Rapidement, on va aller en thématique centrale pour faire un tour dans les régions et parler justement de cet immense bluff qui semble nous coûter cher, parce que dans le cadre de ces élections des conseils régionaux, il faut notamment faire allusion à la précarité dans laquelle sont plongées les régions du Cameroun, Julio Arcel Diop, que ce soit en termes infrastructurels, que ce soit même aussi en termes économiques. On en parlera de toutes les façons pour démontrer à suffire que ces élections de conseillers régionaux semblent ne pas trop rimer avec le quotidien, la réalité des Camerounais. Immense bluff qui nous coûte très cher. Julio Arcel Diop, les conseillers régionaux se mobilisent pour une élection nouvelle à la tête des conseils régionaux. Aujourd'hui, si on doit faire un bilan, peut-être pas de chacun de ces conseillers régionaux, avez-vous l'impression, une fois dans la région du littoral, que tout se passe bien? Les Camerounais sont aux petits soins de ce côté, sur le plan sécuritaire, les routes et bien d'autres choses. Mais écoutez, mis à part quelques régions qui ont eu quelques projets, des régions comme le Sud ont eu quelques projets à gérer, le littoral aussi avait quelques projets à gérer. Ils en ont tous. Ils en avaient tous. Enfin, il faut bien avoir des projets pour passer la capacité de les gérer. D'accord. C'est l'homme d'affaires qui parle. Il faut minimum reconnaître que pour leur premier mandat, ils ont passé les 2 premières années à essayer de se faire installer et à prendre leur marche. La 3e année, je crois qu'on leur a envoyé les premières dotations. Entre autres, le salaire du président de la région et ses véhicules. Non, je veux dire que vous faites bien de mettre la question sur la table parce que c'est un véritable bloc, c'est un gros éléphant blanc qui ne sert absolument à rien à notre pays. Je vous rappelle quand même pour votre mémoire que c'est les gouverneurs qui installaient les présidents de région quand ils étaient élus. Les années nominates où le Mindeven n'a même pas eu la décence de descendre, installer le plus haute autorité d'une région. Le gouvernement en place, le système de régime en place n'est pas encore prêt à lâcher prise. Ça, on l'a bien compris. Parce que sinon, expliquez-moi comment nous réclamons, nous revendiquons au quotidien la décentralisation aboutie et qu'on mette sur pied les régions. On croyait avoir trouvé la solution et qu'on tendrait vers là, une sorte d'équilibre régional, une sorte de décentralisation régionale axée sur la région, avec un patron de région ayant la capacité d'agir. Qu'on nous présente aujourd'hui des régions factices avec pour superviseur le gouverneur qui donnerait même des injonctions au président de la région, parce qu'au motif que comme il est élu, il n'a pas été formé à administrer, je reprends encore la même chose, qui dit même aux gens qu'on a besoin d'administration aujourd'hui, au regard de la situation du Cameroun, on a besoin de management. Il faut élire les gens qui vont essayer de travailler. Voilà les gens qui ont été élus il y a, je crois, 5 ans aujourd'hui, qui n'ont servi à rien.
absolument abstinent. Bilan nul, aucune action concrète. Mais quand Paul Biya est en panne de poste, quand Paul Biya ne sait plus comment récompenser ses amis, il crée une nouvelle chose. C'est comme ça qu'il a créé les régions pour mettre à la tête de celle-ci certains de ses amis, du moins les amis de Paul Biya, parce que Paul Biya, je ne sais pas qu'il est au courant qu'il y a les régions au Cameroun, je ne sais pas si ça l'intéresse. On devait indiquer les compétences des régions dans ce pays. On faisait quoi à l'époque pour pouvoir avoir la compétence exclusive de l'enseignement secondaire, donc gérer même l'affectation du personnel. Qu'on pourrait être sorti d'auberge avec une région en capacité de recruter et de mobiliser. Et il y avait beaucoup d'autres prérogatives que ces régions auraient pu être de véritables instruments de décentralisation. Que non, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'était des petites récompenses ici et là. Et voilà qu'on remet ça sur la table sans la moindre efficacité, sans le moindre réel budget, en dehors des budgets de fonctionnement. Quelques projets qu'ils ont eu n'intéressent pas, n'attirent pas. Parce qu'ils ne garantissent pas, on ne sait même pas si les lignes sur lesquelles ils sont endossés sont fournies. C'est ça qui décourage les soumissionnaires. Il faut comprendre tous ces paramètres-là. Les régions ne donnent aucune garantie aux hommes d'affaires qu'on leur dise même qu'il y a des projets et que ça les intéresse. Quelques-uns ont pu acquérir des bennes. J'ai eu dit que la région du Sud, à Ebolova, a des engins. J'ai eu dit cela et tout le reste, eux au moins, sont battus. Et je ne me souviens pas que Polika Banglo, qui est le président de région, du conseil régional du littoral, se sent lui-même président de région. Je ne suis pas sûr. C'est un breton que je connais très bien, mais je ne suis pas sûr qu'il se rappelle des fois qu'il est président d'une région. Je ne suis pas sûr qu'il se considère comme tel. À quelques occasions, je le vois aussi sortir, on le met là comme un pantin à côté du gouverneur, mais derrière le préfet est Seigneur. Je ne sais pas quelles élections passent. La région était censée résoudre le problème de l'opacité gouvernementale, de l'hyper-centralisation, de l'hyper-concentration des pouvoirs. C'est ce problème que venaient résoudre les régions. Après ça, il y avait un Sénat qui était censé défendre les intérêts de ces régions-là. Parce que les sénateurs, c'est les sénateurs de région. Le Sénat défend les intérêts des collectivités qui peuvent décentraliser. En premier lieu, en premier chef, la région. Oui, donc si les institutions qui ont dessus censées vous défendre ne servent à rien, c'est clair que le bébé ne servira à rien. Mais c'est à ça qu'on fait face, c'est ça qu'on vit. Les régions ne servent à rien, juste un nouveau gouffre financier ou une nouvelle farce. C'est tout. On va dire quoi, je n'en attends rien. On observe justement un très grand gap entre la réalité et ce que la loi a prévu justement pour ces présidents de conseils régionaux ou pour ces présidents, oui, de conseils régionaux Bertrand Bika. Aujourd'hui, les missions à eux assignées, ils sont très peu qui les accomplissent, même à 40%, simplement parce que l'hypercentralisation continue justement d'avoir pignon sur rue. Pourtant, on nous vante une décentralisation, on a plus finir, mais qui sur le plan de la pratique semble ne pas être une réalité certaine pour ces présidents de conseils régionaux. Non, le peu en fait, l'histoire que j'ai vécue hier, Michel. Allez-y. Par rapport aux régions, j'arrive chez moi très tard et je fais un round-up pour avoir le pool de l'information. Et comme sur la chaîne nationale, vous allez me faire passer la région du centre. Donc, ils sont faire la campagne électorale, la région du centre, ses collaborateurs parlent de ce qu'ils ont fait pendant leur magistère. Question d'être réélus l'année prochaine. Ici, beaucoup de choses là, le poste, c'est tellement de choses, d'autres donnent le nom de village que je ne connais pas, surtout les qui disent que c'est la vallée qui ne peut pas encore faire ça. Le Noël Kélé a été bébé gâté parce qu'il y a beaucoup de projets là-bas, ici, beaucoup de choses. Ils prennent au moins 45 minutes pour adresser le vécu de la CIATV, région du Centre. Après ça, il passe à la région d'Adamawa. Le président de la région d'Adamawa est l'UNDP. C'est l'UNDP. Tout à fait. Il parle 5 minutes en coupe. Donc là, il y a 5 à l'UNDP, 40 minutes au RDPC. Pour les temps de campagne. Je ne sais pas si je peux dire. Donc, 40 minutes RDPC, l'UNDP il a parlé que 5 minutes de façon autre chose. Donc le poste qui me dit, mais il a fini, il dit, mais il a fini, quand on a coupé, il n'est plus en train de passer, on a coupé, c'est passé autre chose. Ils ont donné, quand il y a au RDPC, une CM à l'UNDP, alors qu'en réalité, ils doivent avoir le même temps de traitement d'antenne pour parler de leur campagne électorale. Voilà donc ce que le RDP, lorsque je vois sur le RDP en train de faire, ils demandent en général qu'ils gardent les mêmes temps. Et on met ça, votre thématique m'a parlé parce que j'ai dit hier, de ma femme, qu'on est dans du vrai bleu. Cette histoire ne sert à rien du tout. Parce que le corps plus électoral, les conseillers municipaux,
Et c'est le RDPC qui est gouverné de manière obèse, une obésité maladie, il faut le dire, dans les conseils municipaux. Ça veut dire qu'ils ont déjà gagné. La preuve hier, quand ils parlaient du sang que tous les êtres Tinebouna, ils sont derrière Tinebouna. Ça veut dire que avant même qu'on le vote, on a dit que Tinebouna va devenir président de la région du Sahel. Il travaille pas mal, il travaille bien, mais pour dire à quel niveau nous sommes là du bis repetita. On va prendre les mêmes choses, on va recommencer. Et on a mis pour les 300 millions pour les régions, une élection qui ne sert à rien du tout. Factice qui ne sert à rien parce qu'on connaît ce qu'ils vont voter, on connaît qui va gagner. Voilà ce qu'on appelle une gabegie financière. Nous, on va appeler ça, il y a un moment qui sont en l'air, sa mauvaise gouvernance, on appelle la mauvaise gouvernance. Parce que nous disons que sommes en l'air, sa mauvaise gouvernance, voilà ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Ce que nous disons, que sommes en l'air, que j'ai eu mon certificat. Sommes en l'air, maintenant, c'est la mauvaise gouvernance. Ils ne sont pas tous en train de la mauvaise gouvernance. Il y a beaucoup qui font assurer dans ce pays. Tout à fait. Et tant qu'on n'est pas sûr dans ce pays va continuer à aller à vous. Je l'ai bien dit ici, il a bien fait le dire. On a porté, on a misé beaucoup d'espoir dans la demande des régions. La preuve, on a dit que c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement du processus qui a commencé en 1996. Que maintenant, sur pied, on va voir les choses aller, on va voir les choses se développer de manière claire. Moi, aujourd'hui, en réalité, si on convoque le bilan des régions, il est quasiment nul. Je suis certain qu'il y a des Camerounais qui connaissent même pas le nom du président de leur région. Tellement ils ont brillé par leur mutisme, par leur nullité. Parce qu'ils n'ont rien fait sur le tour, se ressentir pendant 5 ans. Je suis certain que l'on ne connaît pas. Justement, ça me permet quand même de relancer, peut-être vous, si vous le voulez. Je vais revenir sur un truc qui est important. Oui, allez-y, pour sortir. C'est de la performance. Dernièrement, vous vous souvenez qu'il y a peut-être 2 mois, il y a eu un accrochage entre le gouverneur du littoral et le région du littoral qui disait que, alors que la région du littoral avait des marchés publics à passer, le taux d'exécution était de 0. Vous avez suivi ça? Tout à fait. Ils n'ont pas passé un marché public alors qu'ils avaient des marchés à passer. Le gouverneur qui arrive à une réunion, je ne sais pas quoi, de concours sur construction, il s'en rend compte que le taux d'exécution est de 0. Comment vous avez des marchés, des cartons, l'année budgétaire finie, vous n'avez pas passé un marché public? Si ce n'est pas les compétences. Je pense qu'on a adressé cette problématique sur ce plateau. C'est l'occasion de le dire. Tout à fait. On parle de la nullité de ces personnes qui sont là. Si ce n'est pas les compétences de ce conseil régional, de ce président et tout cela, c'est quoi? Ça prouve à suffire. Car elle a été un droit vécu sans ça. Ça veut dire que la région est arrivée là comme un exutoire. Ça ne sert à rien. Si on parle comme ça, ça ne sert véritablement à rien. Justement, parce que ça ne sert à rien, je lui accepte. Est-ce que ce n'est pas venu créer un autre taux de bureaucratie supplémentaire sans toutefois résoudre de manière fondamentale le besoin même des citoyens de ces régions respectives? La réponse se trouve dans votre question, parce qu'elle est évidente. Naturellement, oui, c'est le renforcement de la bureaucratie en lieu et place de la résolution d'un problème qui se posait. On se serait attendu d'être revenu là-dessus, un parachèvement du mécanisme, du processus de la décentralisation. Parce qu'il faut dire que si les Camerounais se tirent et s'entretuent aujourd'hui, c'est notre tour, on doit arriver au pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le bonheur de vivre la décentralisation politique. Si les Camerounais pouvaient s'épanouir chacun dans sa région, dans son coin, dans son lieu de résidence, s'épanouir de manière à ne pas avoir à aller à chaque fois chercher, à ne pas avoir exigé justement, à réclamer à l'État, pour les électricités, à réclamer à l'État central, pour les besoins même de procédures administratives, à rentrer à de chaque fois, si les Camerounais pouvaient s'épanouir de manière complète, totale, dans leur espace de vie, on se soucierait moins de quel tribu gouverne, qui gère le Cameroun, on s'en soucierait moins. Donc on avait fondé beaucoup d'espoir dans les présidents de région, parce qu'on se disait qu'au moins nos présidents de région, on va les élire nous-mêmes. Donc on saura qu'on a élu à la fois à la mairie et à la région. Du coup, désormais, épanouissement l'État. Alors, on se rend compte, malgré nous, on subit encore cette désillusion. C'est malheureusement le renforcement de la bureaucratie où il a fallu placer quelques amis ici et là, là où le système d'origine en base a gagné. On m'a d'ailleurs fait remarquer que les régions, pour les parler, qui ont eu du mal
à décrocher des budgets pour le peu qu'ils ont eu. On m'a dit que ça a beaucoup bougé. Tout à fait. On m'a dit qu'elles ont été actives. J'ai pu dire cela. Donc, il faisait un bon bilan, il n'y a pas de oui, j'ai pu dire cela, Bertrand. On a d'abord, il y a beaucoup de choses. Tout à fait. J'ai pu dire cela que là où c'est l'opposition qui avait le devoir de satisfaire cette population, ça a un peu bougé. Je vous donne un exemple patent, celui que je connais le mieux. L'homme que je connais même le mieux, pour l'État Bango qui est président de région, je ne suis pas sûr qu'au fond de lui, il a l'intime conviction qu'il commande une région. Je suis pas sûr que lui-même sait que c'est une blague totale. 0% de tout. Aucune exécution, d'ailleurs vous mettiez ça sur la table, c'est l'occasion de la reconnaître. Pourtant il y a cette actualité-là, pourtant il y a des marchés là. Mais c'est vraiment lié au fait naturellement que les gens n'inspirent pas confiance. Donc les solutionnaires ne sont même pas sûrs que les projets sont endossés sur les lignes fournies. Tout ça est mélangé. Oui, Romali, un problème n'a pas été résolu, un autre a été créé. Le renforcement de la bureaucratie, la bourgeoisie, le recul de près de 80 ans encore de la décentration aboutie, et donc de l'hypercentralisation et de l'hyperconcentration. C'est l'opinion problème du Cameroun. Le gouvernement central ne veut pas lâcher. Le pouvoir central ne veut pas lâcher, il ne veut pas libérer un pan de son pouvoir qui renforcerait l'efficacité managériale des élus locaux. C'est un véritable problème. C'est même un cancer, c'est attachement profond au pouvoir. Il faut libérer un peu. On a plus le choix, on a l'étape où il faut libérer un peu la nouvelle configuration, les messages qu'envoient toutes les communautés du Cameroun exigent aujourd'hui qu'on aboutisse vers, qu'on ait un processus de décentralisation abouti. Il y a premièrement eu le nord-ouest et le sud-ouest qui a envoyé des signaux. C'était un séparatisme, permettez-moi l'expression, armé finalement, à l'issue d'un ras-le-bol, qui a été malheureusement élargi à quelques groupes de voyous qui continuent de maintenir le désordre dans ces régions-là. Ensuite, il y a eu le désaccord, le désaveu Bableké, qui estimaient qu'il leur fallait une plus grande part, une plus grande marge de manœuvre du fait qu'ils tiennent l'économie. Ils sont exprimés clairement. Ils ont boycotté pour la dernière élection. Après, il y a désormais un nouveau front qui peut s'ouvrir. C'est le front du Nord, qui aussi demande de plus en plus à être considéré. Ils veulent agir, ils veulent se sentir camerounais. Quel nouveau front faut-il ouvrir pour qu'on comprenne que l'exigence est désormais avérée? Il faut évoluer vers une nouvelle forme de l'État, même si ce n'est que la décentralisation aboutie. On en est là, on n'a plus le choix, il faut aller vers là. Mais quel nouveau front faut-il ouvrir pour que le pouvoir central comprenne? Il faut libérer. Espérons donc que dans ces élans un peu violents, ces élans de sortir par la grande porte, comprendra qu'il n'a pas le choix pour laisser cette année à venir, pour qu'il sorte de manière honorable, comprenne qu'il faut libérer, il faut que l'État soit en mesure de comprendre aujourd'hui que le fait qu'il soit resté trop fort ne lui sert pas à grand chose. Il faut renforcer les régions. Il faut renforcer les politiques qui doivent être centralisées en affectant effectivement les 15% qui leur sont dus pour qu'elles soient efficaces. Il faut laisser les CDT travailler. On en est là, c'est qu'aujourd'hui, une négociation. Il faut surtout diminuer le pouvoir des administrateurs, préfets, gouverneurs. Il faut réduire leur pouvoir sur le plan de l'action au quotidien. Il resterait donc les super administrateurs qui ont toujours voulu être se concentrant de gérer le pouvoir en termes de concentration ou de déconcentration, mais laisser les élus travailler pour ceux qui les ont hissés à ces sommets. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut clairement éclaircir ceux qui nous regardent sur le rôle fondamental du conseil régional Bertrand Bika? Ils sont clairement appelés à faire quoi? Le conseil régional a plusieurs rôles. Plusieurs rôles d'activité sectorielle. Je dois commencer à ouvrir un pan. Sur le plan de l'éducation, par exemple, le conseil régional est en charge de l'éducation secondaire. Secondaire, je pense que secondaire, dans sa région, ça veut dire que c'est eux qui devront dorénavant pourvoir aux besoins des écoles en termes d'enseignement, en termes de salaire et consorts. Ça, c'est le conseil régional. Le conseil régional a aussi, il prend en charge les hôpitaux de premier ou de catégorie, comme ça, les CMA, c'est les communes. Il y a beaucoup de choses qui doivent composter. Toutes les sectoriels de l'État central sont reversés au conseil régional, mais à diverses catégories, rassurez-vous. Ça veut dire qu'ils ont un rôle véritablement à jouer. Si on les laisse s'épanouir aisément, comme je vous l'ai dit, c'est clair que les gens n'auront plus besoin de venir à Yaoundé pour avoir tout ce qu'ils veulent avoir. Ils auront au niveau local parce que la réalité, lorsqu'on décentralise, on décentralise en même temps les moyens et les hommes qui sont en capacité de gérer les problèmes centraux au niveau déconcentré. Le problème qu'on a au Cameroun, comme on l'a dit, c'est qu'on a une décentralisation hyper centralisée encore aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'on a mis là sont de véritables pantins. Et ils n'arrivent pas à avoir une certaine maturité de manière
adresser les problèmes locaux avec un train. Parce que vous pouvez même être contraint par cette façon centralisée. Je vois bien faire dire, d'abord par exemple, le président d'Adama, on dit ça a bougé, alors qu'ils sont astreints aux mêmes normes de blocage, et peut-être même pire encore que ceux qui gèrent le régime en place. Au-delà de ça aussi, il y a aussi la personnalité de la personne qui dirige la région. Il a la capacité à ce niveau quand même de se mouvoir. Parce qu'au-delà même des COPEC qui viennent des services centraux, il y a des formes de mutualisation qu'on peut avoir avec d'autres régions, avec d'autres pays. Puisque les régions a commandé, les régions a administré, il doit tout faire pour pouvoir avoir l'opportunité de cette région. Qu'est-ce que ça peut se pour les régions d'aller signer un accord avec, je ne sais pas quoi, le président de région en France, je ne sais pas quoi, en Italie, je ne sais pas quoi, pour suivre des aspects bien précis. Ça veut dire que ces régions sont arrivées, justement, comme on a dit, ne sont pas arrivées pour faire des missions, sont administrées, mais bien s'asseoir et jouir de la récompense qui a été donnée par leur ami, qui a dit, bon, vous n'êtes pas quand même aller au quartier, allez mourir quand même à la tête des régions, parce que vous devez continuer à jouir du gâteau national jusqu'à ce que vous puissiez trépasser. Je n'entends pas laisser un de mes amis à côté, parce que nous sommes arrivés aux affaires ensemble, on va partir de ces affaires ensemble, tous avec la bouche bien pleine, et l'huile qui va dégouliner de lait. C'est ça le problème qu'on a ici aujourd'hui. Et ce qui me repugne un peu, c'est que on est en train là d'aller vers le bis petit A. C'est les mêmes présidents de région qui suivent les présidents de région. C'est le même conseil électoral qui va voter. Mais l'État est en train de faire un vacarme sur une élection, qu'il n'y a pas un véritable bluff que ça rien. Et je vais prendre les décrets de nomination une fois. Et ils renomment les Tibouina, ils nomment tous les points de région. Parce qu'en réalité, on sait que au terme, c'est eux qui sont en train de nous hier en suivant une émission. Ils étaient en train de consacrer Timoun, alors qu'actuellement, il est candidat, mais tout le monde dit qu'ils sont derrière le patriarche, on comprend donc que Timoun revient de plein de régions très bientôt. Ça veut dire qu'au centre, ils n'ont pas intérêt à faire même de campagne. Ils vont rester tranquilles dans leur coin, puisque c'est RDPC qui va voter et là-bas. Et c'est ça qu'on disait l'autre jour qui est en train de revenir. Sauf que l'impact ne sera pas très fort au niveau régional. Mais si le RDPC arrive au communal avec leur idée d'imposer le copté comme le RDPC va imposer, voilà. Ici encore ça va. Ils sont entre eux, même s'il y a des mécontents, ces conseils municipaux, ça va. Mais si le RDPC arrive au communal avec leur idée d'imposer des personnes de passe, le RDPC va ou dire les gemmes de sa propre ressource, ça va véritablement imploser un peu de partout. Merci infiniment. Le temps qui nous est imparti, je dois se dire, il nous reste 7 minutes en moyenne, peut-être en prenant une légère transition, ou peut-être pas. Pour le Nigeria, nous sommes en route. Voilà. C'est une actualité aujourd'hui, comme nous on a choisi juste pour la mettre au jour, à la lumière du jour. Oui. Ces jeunes filles, 25 écoliers qui ont été enlevées par des hommes armés il y a seulement quelques jours. Qui d'ailleurs remet à la lumière du jour une autre triste, cet enlèvement de 300 jeunes femmes à Chibok en 2014 qui avait créé une indignation à l'échelle planétaire autour de la campagne Bring Back Our Girls en 2008. Le Nigeria devient certainement l'un des pays où les enlèvements des jeunes filles est de plus en plus consacré, on va le dire aussi, parce qu'on n'a pas eu réellement de retour sur ces 300 jeunes femmes enlevées en 2014. D'ailleurs, on dit aujourd'hui que beaucoup d'elles sont devenues des femmes de leur bourreau. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si ce nouvel enlèvement dans le nord-ouest du Nigeria, exactement dans l'état de Kebbi, n'est pas là l'expression d'un pays qui peut-être finalement ne consacrerait pas beaucoup d'énergie à protéger la jeune femme. Où sont passés, où est-ce qu'on les amène? Bertrand Bika, il y a des pratiques quand même assez inquiétantes, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana, avec cette histoire autour de cunettes, où les jeunes enlevés sont contraints à faire certaines pratiques qui ne sied pas avec la demande de la nature ou divine. Aujourd'hui, des enlèvements, on a plus fini dans cette partie de l'Afrique, quand même inquiétante. Là, on se dit que moi, la qualité, moi, je l'ai pris sous deux prismes. Oui.
Le premier, c'est le prisme des violences quotidiennes que les Nigérians vivent, avec sur son sol Boko Haram qui passe le temps à enlever des femmes, des hommes, et à tuer un peu partout. Je bien fait de convoquer Chibok en 2014. Ça veut dire que ceux qui viennent là, c'est déjà vu. Le deuxième prisme, par contre, c'est le prisme géopolitique. Et cet enlèvement est un vrai enlèvement ou un faux enlèvement. Ça, il faut pouvoir le convoquer. Vous savez que Donald Trump a menacé d'envahir le Nigeria parce que les chrétiens seraient menacés au Nigeria. Il est venu envahir le Nigeria pour sauver les chrétiens. Sauf que beaucoup savent que c'est pour avoir une base militaire, si jamais aussi au Nigeria, et contrôler l'Afrique centrale qui est un véritable Eldorado. Le président Nigeria a dit il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent ici. Toutes les communautés sont menacées par Boko Haram et on enlève encore 25 femmes de toute communauté. Est-ce que c'est pas un plan nous dit une menace d'abord à Trump? Voilà donc tout le monde qu'on a enlevé. Il n'y a pas que les chrétiens qu'on a enlevés, il y a aussi maintenant les autres qu'on a enlevés. Tu vas encore nous dire quoi? Puisque tu nous as dit que quelqu'un de la science, on t'a dit voilà la preuve. Donc moi, ce que je vous ai dit, c'est quoi cette coïncidence? Depuis 2014, il n'y a rien. Trump menace d'envahir pour les chrétiens. Le président dit qu'il n'y a pas que les chrétiens, et juste après on enlève encore les femmes qui ne sont pas chrétiennes. Ça voudrait dire que la réponse à Trump est claire. Tu veux venir envahir le pays sur un fallacieux prétexte de chrétiens menacés. Voilà donc les non-chrétiens qui sont enlevés. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux venir encore au Nigeria et reste encore une ambition certaine ou une réalité certaine? À la réalité, si tu veux aller au Nigeria, adresse ce problème d'une autre manière. Pas venir envahir notre sol sur un fallacieux prétexte parce que le Nigeria est confronté à du terrorisme de manière générale holistique. Il n'y a pas une France population qui est menacée d'être décimée. J'ai aussi vu ça sur ce prisme-là. Je me suis dit, c'est les politiciens, ils sont prêts à tout, ces gens-là, lorsqu'ils veulent passer un message. Nous, on a le devoir d'analyser, on se pose des questions. Maintenant, chacun va tirer sa conclusion. Là, c'est pas plus tard. Je vais faire ce job. Justement, je pense que bien provoquer toutes ces différentes fenêtres. Et ce serait peut-être l'occasion d'y voir une stratégie, parce que vous savez que le terrorisme, quoi qu'on le dise, est l'autre branche officieuse, un moyen d'agir ou d'action des États dans tout le monde entier. Donc il ne serait pas con de penser que désormais que tout le monde peut être menacé au Nigeria, la réponse soit plus claire que les États-Unis d'Amérique qui effectivement pourrait vouloir installer une base dans ce pays-là pour contrôler le golfe de Guinée. Les trans se limitent uniquement à l'Afrique centrale, c'est carrément le golfe de Guinée qui leur échappe encore pour le moment. Là vous voyez le Cameroun au cœur de toutes les controverses. Donc oui, il y a d'abord cet enlèvement qui nous indique profondément, peu importe la nature de l'enlèvement, on se souvient encore des 308 filles du Chibok en 2014 qui avait fait une émission totale. On a eu de la nouvelles il y a encore quelques années aujourd'hui, quelques-unes avaient été relâchées, d'autres apparemment auraient refusé de rentrer chez elles car elles étaient devenues les épouses de leurs ravisseurs. Donc des mécanismes total qui privent les jeunes femmes de toute leur vie ne peuvent être condamnables. Avec ce nouvel enlèvement des hommes armés, 25 jeunes femmes, quel est le problème? Comment vont le vivre leurs différentes familles? Peu importe la forme que prend cet enlèvement-là, il y a lieu et matière de s'inquiéter. C'est quand même assez récurrent au Nigeria et il faut clairement sérieusement se pencher sur la question parce que le Cameroun qui est voisin et qui a l'habitude d'hériter des problèmes du Nigeria, vivement qu'ils ne connaissent pas ce type de pratique. C'est notre vœu le plus cher. Mais comme on l'a dit, ça peut être vraiment une manipulation politique. Mais quoi qu'il en soit, il y a des familles qui sont affectées. Il y a des victimes qui garderont l'empreinte de cette action-là toute leur vie. Donc, nous le souhaitons à personne et surtout pas aux jeunes filles camerounaises. Merci Julien Seldorp. Merci. Merci également à toute la régie mobilisée derrière Nicolas Sabé-Solo, Moïse Moses. Merci également à la direction générale animée par Ernest Ndjok. La coordination est Christelle Tignem, le superviseur général, le grand Manitou, l'honorable François Bibard. Nous prenons congé de vous, on vous donnera de vous demain, lorsque ce sera 10h. Je laisse en compagnie de programme. Mesdames, Messieurs, bonne journée à toutes et à tous.